Bonjour, bienvenue à revueimagilie.com, tome 2, volume 1, pour la première année de la... OK. Et pour débuter cette nouvelle année qui commence, je reçois... Est-ce qu'on vous dit docteur? Non, on dit Joël Monzé. On dit juste Joël. Oui, c'est plus simple. Alors aujourd'hui, on reçoit Joël Monzé. J'ai tendance à prononcer le N comme Monzé, tu sais, Oui. un petit peu plus... Mais c'est comme Montréal. C'est Montréal, pas Montréal. Non, d'accord, c'est le même principe en fait, c'est Monzé. C'est Monzé. Ça vient de Liège finalement? Oui, en fait, ça semble être il y a deux origines, semble-t-il, d'après ce que j'ai compris. C'est qu'il y aurait en fait un ruisseau qui s'appellerait la Monzé et une montagne qui s'appellerait le Monzé, qui ferait en sorte que mon nom serait d'origine de cet endroit-là. Mais moi, je ne l'ai jamais trouvé sur une carte, ce qui fait que c'est plus une tradition orale de ma famille qu'autre chose. OK. Donc, une montagne puis un lac, deux belles énergies. Oui. On va fusionner ça en un grand nombre parce qu'il accomplit énormément beaucoup de choses. On commence à la base. Vous êtes arrivé ici. Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté Liège finalement? En fait, il y a deux choses. La première, j'étais en train de réaliser ma première maîtrise en psychomotricité. Et je travaillais en même temps avec des enfants qui étaient porteurs de multiples handicaps, ce qui fait que j'avais une bonne compréhension des enjeux émotionnels, des enjeux affectifs de leur développement psychomoteur, mais je trouvais que j'avais besoin d'arriver à mieux comprendre un petit peu certains aspects de la validation neuromotrice et lors d'une tournée de conférence d'un professeur de Sherbrooke en Belgique, il nous présente un petit peu comment lui voit le système nerveux et la réadaptation. Moi, je tombe en amour. En fait, j'avais déjà été, très sensibilisé au cerveau. Quand j'étais en secondaire, j'avais une prof extraordinaire qui nous avait montré à quel point il y avait une logique dans la manière dont le cerveau s'était développé à travers toutes les espèces qui nous ont précédés. Donc, il y avait déjà un grand attrait par rapport à ça. Tout ce qui m'intéressait comme données pendant que je faisais ma maîtrise en psychomotricité, c'était de nouveau le lien avec le cerveau. Alors, j'ai un professeur qui arrive du Québec qui dit moi j'ai un laboratoire, si ça vous intéresse, venez me rendre visite. Donc j'ai rentré en fait une demande de bourse, puis j'ai pu venir faire un premier stage, un deuxième stage, un troisième stage. Et c'est là que tomber en amour avec le Québec fait en sorte que j'ai décidé de venir m'y installer. Il y avait un très beau projet en fait sur lequel j'étais censé travailler à ce moment-là. Il y avait une commission scolaire qui avait entendu parler de mon bagage en fait. Et déjà en 1992, on savait que les enfants qui étaient porteurs d'un handicap qu'on allait intégrer dans les classes, ça se savait que ça allait être difficile parce que les moyens ne seraient pas nécessairement donnés aux enseignants pour pouvoir accueillir ces enfants-là. Okay? Donc, la volonté de cette commission scolaire-là était d'essayer d'outiller les enseignants à mieux accueillir ces enfants porteurs d'un handicap. Donc le projet, quand moi j'ai soumis au Québec, ça m'a pris 1 mois pour immigrer. J'avais déposé mon dossier le 4 octobre, le 4 novembre j'étais accepté, le 22 décembre je suis dans l'avion pour apprendre en janvier que finalement ce projet n'est pas financé. Et donc à ce moment-là je me retrouve un petit peu, sans plus rien en fait. Et c'est là que le fait d'avoir fait déjà 3 stages avec le professeur de Sherbrooke qui s'appelle Jacques Van den Abel, je voulais aller encore un peu plus loin, puis comme il n'avait pas dans cette faculté-là la possibilité de faire le doctorat, j'ai refait une deuxième maîtrise en fait avec lui, et avant de faire un doctorat en neurosciences plus tard en fait à l'Université de Montréal en fac de médecine. OK, on résume ça. Combien de temps d'école finalement? Combien de temps d'école? Oh, j'ai quitté techniquement l'école aux alentours de mes 35 ans, OK. Mais en même temps, on s'entend que quand on fait de la recherche, on vit essentiellement sur les bourses d'excellence. Donc si on a un bon dossier académique, ça nous permet d'aller chercher une bourse. Et c'est une forme de travail. On est mal payé, mais c'est du travail. Donc on ne peut pas dire que c'est nécessairement... Pendant mon doctorat, oui, on a un gros examen qui existe. Au bout de 2 ans de doctorat, on doit faire un examen qu'on appelle un examen de synthèse. C'est un mois d'examen assez intense. Mais en dehors de ça, il n'y a que des cours auxquels moi je choisis d'aller parce qu'il n'y a pas de formation technique. Techniquement, il n'y a pas de formation à part le fait qu'on travaille dans un laboratoire. La même chose pour un postdoctorat. Vous travaillez dans un laboratoire, vous êtes supervisé en fait par un professeur et l'apprentissage se fait par mimétisme, l'apprentissage se fait sur le terrain, c'est à travers le processus de recherche. Alors il existe aussi des doctorats qui sont plus cliniques, entre autres en psychologie et dans d'autres secteurs, où alors là ils vont avoir plus de cours parce qu'ils n'ont pas de recherche par contre.
OK. Mais là, vous êtes spécialisé en psychiatrie, entre autres? En fait, je suis spécialisé en neurosciences en lien avec la psychologie, d'accord? Et j'ai fait en fait un doctorat parce que c'était très clair pour moi quand je suis arrivé au Québec et j'ai commencé à vouloir aller beaucoup plus loin par rapport à la connaissance en neuropsycho. Il y avait deux choses qui m'interpellaient. La première, c'est que les neuropsychologues ici au Québec, ils font surtout de la psychométrie, donc pas nécessairement de la clinique, donc ils mesurent les déficits. Puis moi, ça ne m'intéressait pas de mesurer les déficits, parce que comme j'avais travaillé en Belgique avec des enfants et des adultes porteurs d'un handicap, ben oui, définir leurs déficits, j'étais capable de le faire, mais ça ne m'avançait pas plus dans mon travail, parce que ça ne me disait pas ce que je pouvais faire éventuellement avec eux, parce qu'on oublie trop souvent d'aller mesurer les forces des personnes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus les forces. Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer pour pouvoir aider la personne à développer son potentiel, quel que soit son âge, quels que soient ses défis en tant que tel. Donc pour moi, la neuropsychologie n'était pas nécessairement quelque chose d'intéressant. Et la deuxième chose, c'est qu'au moment où j'ai voulu faire mon doctorat, l'imagerie cérébrale n'était pas encore suffisamment développée pour pouvoir arriver en fait à avoir une bonne compréhension du fonctionnement du cerveau. Même encore aujourd'hui, il y a des limites technologiques qui nous font faire parfois au niveau de nos modèles des erreurs de compréhension, entre autres auprès des enfants et des adolescents en situation difficile, parce qu'on se base beaucoup trop sur des cerveaux d'adultes et pas sur des cerveaux de la réalité biologique d'un jeune de 8 ans ou d'un jeune de 16 ans. Donc, je suis allé faire un doctorat où j'étais fait l'enregistrement cellulaire chez les singes parce que je voulais vraiment comprendre en fait comment les cellules nerveuses intégraient les signaux et à partir de là, ça donne une idée d'une compréhension de comment fonctionne le cerveau et aujourd'hui, en lisant les articles de mes collègues ou en faisant mes propres recherches, ça me permet de faire des ponts beaucoup plus facilement avec ce qu'on connaît du système nerveux et éviter un peu les deux travers dont je vous parlais tantôt par rapport à l'imagerie cérébrale et la neuropsychologie. OK, comment on calcule ça des cellules de singe? Oh, c'est un aspect qui est toujours très délicat à en parler parce que, quelque part, le singe, on va d'abord l'entraîner, d'accord? Et on va lui demander de faire une tâche que le singe est capable de pouvoir faire. La tâche est censée nous permettre de mieux comprendre un aspect précis du système nerveux. Une fois que le singe est entraîné, on va créer une chambre, si vous voulez, une fenêtre, c'est mieux, qui va nous permettre de descendre en fait, des électrodes en fait, dans son cerveau. Okay? Il n'y a pas de récepteur de douleur dans le cerveau. D'ailleurs, si vous vous promenez dans le coin de McGill University à Montréal, vous allez voir la rue Penfield. Et la rue Penfield, c'est M. Penfield, le docteur Penfield, c'est lui qui a amené, il a créé en fait le MNI, donc le Montreal Neurological Institute. Donc c'était un des premiers centres au monde pour étudier en fait le système nerveux. Et à cette époque-là, donc lui et son collègue Jasper, ils faisaient carrément ça chez des êtres humains pendant des opérations. Donc quelqu'un qui subissaient pour une raison ou pour une autre une opération neurochirurgicale, eh bien ils en profitaient pour pouvoir mettre des électrodes pour arriver à comprendre en fait comment le cerveau fonctionnait. Et de là, ça nous a servi de base pour aller voir après chez les sages, parce que l'objectif c'était de prendre des êtres humains pour faire ce type de recherche-là, et d'arriver en fait à mieux comprendre justement l'intégration, la manière dont les cellules nerveuses vont interagir les unes par rapport aux autres pour pouvoir arriver à le faire. Alors pour moi, j'ai travaillé avec des singes parce que je voulais travailler avec une réalité, mais vous allez avoir des collègues qui vont prendre en fait des cellules qui vont être dans un bol de pétri, ils vont simplement regarder comment fonctionne la cellule, ils vont travailler avec des chats, il y en a qui vont travailler avec des mollusques, il y en a qui vont travailler avec des ordinateurs parce qu'on a tellement de connaissances aujourd'hui qu'on est capable de plus en plus de modéliser la manière dont le cerveau va fonctionner et c'est la base en fait de l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment tout un champ d'expertise qui a été développé à Montréal. Montréal, c'est une des plaques tournantes des neurosciences dans le monde et on n'a peut-être pas nécessairement beaucoup d'argent, mais il y a énormément de chercheurs qui travaillent justement grâce aux deux chercheurs dont je vous parlais tantôt, Penfield et Jasper. Bon, OK. Qu'est-ce que la neuroscience? Les neurosciences, en fait, c'est les sciences qui s'adressent au fonctionnement du cerveau. Donc, ça va correspondre à la manière dont les psychologues peuvent essayer de comprendre le comportement, dont les ergothérapeutes et physiothérapeutes vont faire de la réadaptation quand la personne a subi, par exemple, des dommages au niveau de la moelle épinière ou du cerveau. Ça va être les neurologues, bien entendu. Vous allez avoir, en fait, toutes les entreprises pharmaceutiques qui vont essayer de développer des médicaments de plus en plus précis pour pouvoir
pouvoir essayer de normaliser le comportement d'une personne quand cette personne rencontre trop de défis. Vous allez avoir les bases de l'intelligence artificielle, donc il y a plein d'éléments qui sont très intéressants et on voit d'ailleurs de plus en plus que cette connaissance qui est acquise, ça nous permet de faire des ponts avec la pédagogie. Donc la neuroéducation est en train d'émerger de plus en plus pour essayer de voir justement comment est-ce qu'on peut aider nos enfants, nos adolescents à mieux comprendre la matière qu'on essaie de leur enseigner, les forces et les défis que ça peut occasionner. Quand on voit le nombre de jeunes qui actuellement sont en difficulté, bien, la neuroéducation devrait nous aider de plus en plus à mieux les comprendre. Y a-t-il une raison pour laquelle aujourd'hui les cas de TDA, TDAH, dysorthographie, dyslexie, dysphasie et tout ça, c'est en émergence, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Qu'est-ce qui fait que les enfants aujourd'hui sont plus étiquetés avec ces diagnostics-là que v'là 30 ou 50 ans, mettons? Mais la théorie dominante, en fait, prétend que c'est un trouble neurologique d'origine génétique. Or, on sait que 60% des enfants médicamentés sont nés en juillet, en août et en septembre. Donc si cette théorie-là, elle est valide, donc c'est un problème d'origine génétique, il ne faudrait jamais faire de bébés pendant l'automne. Parce que génétiquement, ils vont avoir un problème, vu que ce sont les bébés fécondés à l'automne qui vont naître pendant l'été. Autrement dit, la théorie dominante qui a amené pendant très longtemps une fausse croyance comme quoi on les diagnostiquait mieux ici qu'ailleurs, qu'on avait des meilleurs tests et ainsi de suite, elle ne tient pas la route quand on regarde ce qui se passe au niveau clinique. Et pire, on sait que les chiffres dans les années 90, on parlait de 3 à 5% des enfants atteints. Dans les années 2000, on parlait de 5 à 7% des jeunes atteints. Depuis l'arrivée du DSM-5 à 5 ans, on va parler de 7 à 10%. Or, les études qui ont été publicisées en décembre dernier par l'Institut de statistique du Québec montrent que 23% de nos jeunes au Québec sont atteints d'un TDA ou d'un TDAH. Donc on est en fait presque 3 fois plus élevé que la normalité qu'on devrait avoir. Et on est 4 fois plus d'ailleurs que le reste du Canada. Si on enlève Montréal, on monte aux alentours de 30 à 33% selon les régions. Donc là de nouveau, la théorie dominante qui dit que c'est une problématique d'origine génétique, elle ne tient pas la route parce qu'on n'a pas fait une bâche d'enfants qui sont beaucoup plus fragiles d'un coup comme ça. Il n'y a pas d'explication logique en fonction de la théorie dominante. Quand on regarde les jeunes qui sont médicamentés, on est à 15% de nos jeunes qui sont médicamentés à 14 ans. De nouveau, si vous avez Montréal, on va monter aux alentours de 25% dans la plupart des régions du Québec. Donc, là, de nouveau, on est avec des proportions qui sont beaucoup trop élevées. Donc, il faut questionner cette théorie dominante. D'ailleurs, les neurosciences, elles servent à ça. La science, ce n'est pas quelque chose d'écrit dans le béton. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Galilée. Oui. Galilée, en fait, qui avait prétendu que la Terre était ronde et tournait autour du Soleil, mais les personnes qui ont poussé le Vatican à l'excommunier au XVIe siècle, c'était les scientifiques de l'époque, parce que pour eux, dans leur compréhension de la Terre, elle était plate. Et comme ils n'avaient jamais été aux confins de la Terre, ben pour eux, la définition que la Terre est plate, parce que leur réalité, on marche sur un sol relativement plat, même si on peut monter en montagne, d'accord, ça reste quand même que c'était les scientifiques de l'époque qui ont poussé le pape à excommunier Galilée. Et on est toujours pris là-dedans. La science, elle évolue tous les jours. Il y a des chercheurs, je pense entre autres à Dr Béliveau, qui dit, ben moi tous les matins, je me lève avec 10 nouvelles hypothèses et en fin de journée, j'en ai détruit 12. Donc non seulement les miennes, mais également celles de mes collègues. C'est ça la science. Donc ça se remet tout le temps en question. Alors l'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a autant de jeunes qui aujourd'hui sont en difficulté. Quand on regarde les chiffres aux alentours de 4 ans, on sait qu'on a déjà 28% des enfants qui sont vulnérables dans une des 5 sphères de développement de l'enfant. Okay? Notamment les fonctions langagières, la capacité d'apprentissage, la mémoire, les capacités sociales et ainsi de suite. Donc là déjà, il y a quelque chose qui est intéressant. On voit déjà que des jeunes sont des vulnérables en très bas âge. Quand on regarde la balance garçon-fille, c'est 20% chez les filles, 50% chez les garçons. Autrement dit, on se retrouve en fait à avoir en fait une problématique dans la manière dont on encadre les enfants déjà au niveau de la toute petite enfance, donc dans nos CPE, dans nos garderies, la manière dont les enfants sont élevés par leur maman et leur papa, ça peut déjà induire en fait une vulnérabilité plus grande chez les garçons
que chez la fille, tout simplement parce que la société a évolué et que beaucoup de ressources masculines qui seraient très utiles si on était encore des trappeurs et qu'on allait faire la chasse ou qu'on se battait contre les Vikings sont moins efficaces dans une société telle qu'elle a été construite depuis 30 à 40 ans. Donc ça amène en fait nos jeunes garçons à être un peu démunis parce qu'ils ont moins de ressources pour communiquer, moins de ressources pour lire, moins d'intérêt pour lire éventuellement. Donc ça, c'est un aspect qui est là. La nourriture, plus on avance dans le temps, et plus ce qu'on va manger comme nourriture industrialisée, c'est plein de produits qui ne sont pas adéquats pour l'être humain. On cherche à réduire de plus en plus les coûts de production et augmenter les bénéfices. Quand on regarde des barres de chocolat, quand moi je suis arrivé au Québec il y a 25 ans, elles sont pratiquement au même prix aujourd'hui. C'est pas logique avec l'inflation qu'on a. Donc c'est qu'ils ont dû réduire de manière de plus en plus grande la qualité de leurs produits. Par exemple, on va utiliser de la fécule de maïs. Aujourd'hui, ce qu'on n'utilisait pas quand vous et moi, on était des enfants. Donc la même barre tendre qu'on va manger avec plein de chocolat et autres, n'est plus faite de la même manière. On va aussi utiliser énormément de colorants parce que le colorant va être attractif. Il y a une étude qui a été faite par Soudengate, c'est une étude terrain. En fait, Soudengate, c'est une Australienne, elle a été observée, elle a travaillé en fait avec un village. Donc tous les parents, tous les professeurs, tous les enfants ont accepté le défi qu'elle leur a lancé. Et c'est quoi ce défi-là? Première chose, c'est identifier en fait 5 colorants traditionnellement retrouvés dans l'industrie. Et donc, ils ont commencé à identifier tous les produits qui contenaient ces 5 colorants-là. Et ils se sont engagés collectivement à ne plus manger de produits qui contenaient ces colorants. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on constate en fait que quand on arrête de consommer ces colorants, le comportement des enfants change complètement. Et en fait, elle filme avant, pendant et après 2 semaines d'arrêter les colorants et on voit des cours de récréation, ce qu'on connaît habituellement, des enfants qui se poussent, des enfants qui crient, des disputes. Le directeur dit qu'il doit faire plusieurs interventions disciplinaires sévères par jour parce qu'il y a de la tension entre les enfants. Okay? Puis 2 semaines plus rien, 2 semaines plus tard, il n'y a plus rien. Les enfants sont calmes, les enfants sont déposés, les enfants se parlent, les enfants sont capables de courir mais sans bousculer les autres, en tenant compte des autres, simplement en ayant enlevé 5 colorants. Donc ça aussi, ça va avoir un impact majeur. Et on s'entend que si éventuellement vous prenez ces colorants-là que vous n'êtes pas bien, comme enfant ou même comme adulte, avec ma capacité de résonance émotionnelle et avec mon empathie, je vais sentir que vous n'allez pas bien. Je vais capter que vous n'allez pas bien, mais je ne peux pas le comprendre. Donc à ce moment-là, les neurones miroirs qui me permettent de lire et de raisonner à l'émotion des autres vont faire en sorte que je vais avoir la difficulté moi-même à me contenir. Donc il y a comme un effet, même si l'enfant ne mange pas des mauvais produits, ça reste qu'il y a un effet de contamination comportementale qui va se faire. Si un enfant est intimidé par un enseignant ou parce que les méthodes disciplinaires sont souvent des méthodes d'intimidation, on menace l'enfant, c'est de l'intimidation, d'accord? Mais c'est certain que même l'enfant qui n'est pas pris dans ce rapport de force disciplinaire-là, ben, il va prendre les choses contre lui, soit que c'est son ami, soit que c'est éventuellement, il a peur d'être à la place de celui qui se fait punir. Donc là aussi, à un moment donné, la charge émotionnelle va être beaucoup trop grande et on va avoir une désorganisation comportementale qui peut apparaître. Vous allez avoir des familles qui sont peut-être avec un papa et une maman extraordinaires, ils se sont aimés pendant un moment, mais aujourd'hui ils ne s'aiment plus, donc ils se séparent. Donc l'enfant passe d'une maison à l'autre. Il y a des familles recomposées, il y a des nouveaux conjoints qui arrivent, qui repartent. Il y a des enfants auxquels ils doivent prêter leurs jouets et leur chambre. Ces enfants-là sont dans leur famille pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis les parents se séparant de nouveau. Ça fait en sorte que les demi-frères ou les demi-sœurs, entre guillemets, occasionnels, ne sont plus dans la vie de l'enfant. Donc ça amène toute une série de choses que nous avons moins vécues quand on avait l'âge des enfants. Vous allez avoir aussi des pratiques éducatives où on ne tient pas nécessairement compte de la réalité biologique des enfants. Quand tantôt je disais que les enfants médicamentés, 60% des enfants médicamentés, ils étaient nés en juillet, en août et en septembre, ce sont les plus jeunes de la classe. Donc est-ce que c'est une problématique pathologique ou est-ce que c'est une problématique de maturité normale? Ce n'est pas une pathologie en tant que telle. Mais d'autre part, vous avez des jeunes qui
sont simplement un peu plus forts dans un secteur de leur scolarité et un peu moins forts dans l'autre secteur. On ne mature pas de toutes nos zones neurologiques en même temps et à la même vitesse. On a des forces et on a des défis. Mais si on ne tient pas compte de ces forces et de ces défis-là, probablement qu'on risque d'induire, de nouveau avec des méthodes disciplinaires questionnables, on risque d'induire des comportements problématiques. Et je dirais un dernier élément aussi majeur, c'est les écrans. Parce que les enfants sont aujourd'hui stimulés tellement tôt avec des écrans et il y a de plus en plus d'études qui nous laissent craindre en fait l'impact sur le développement de leur cerveau. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas que les adultes aujourd'hui se culpabilisent. L'objectif, c'est de comprendre. Quand moi j'étais enfant, l'alcool, la cigarette, c'était normal. On ne mettait pas de ceinture dans nos voitures. Donc, il y a eu une sensibilisation de la société en regard des effets de l'alcool sur le cerveau des enfants, en regard de la cigarette, en regard du non-port de la ceinture de sécurité. On a mis en place, en fait, des règles et des lois, éventuellement. Mais peut-être que dans 20 ans, on se sera rendu compte de l'impact toxique de certaines formes d'écrans de loisirs et on va modifier peut-être nos comportements. Mais en attendant, on aura mis certains de nos jeunes en difficulté. Ça doit être une problématique quand on est PhD puis on a conscience de tout ce qui se passe au niveau neurosciences dans le monde, parce que là, c'est le cas en ce moment. Puis là, on voit que la société suit tranquillement, mais qu'il y a beaucoup de résistance, il n'y a pas de moyens, de budget, de ressources. Tu sais, exemple comme l'École Laurent, on prend cette théorie-là, ça fait quoi de savoir ça, d'être capable de le prouver, puis de laisser, dans le fond, les gouvernements, les lois, l'argent, les lobbyistes, tout ça, gérer l'impact que ça peut avoir sur des personnes? Mais en fait, les institutions, les agences gouvernementales sont souvent, en fait, aux prises avec des enjeux économiques et ils vont chercher le moindre mal, un peu comme un médecin qui est face à un cancer. On sait que la radiothérapie ou la chimiothérapie, c'est quelque chose de très rough pour le corps, mais si on ne passe pas par cette technique-là pour pouvoir essayer de guérir le cancer, la personne va avoir peu de chances de survivre. D'accord? Donc c'est toujours une question de il est où le moindre mal. Si on prend par exemple les écrans, après la Silicon Valley aux États-Unis, le Québec est vraiment une plaque tournante. Et de manière assez particulière, il y a 6-7 ans, quand le gouvernement Pauline Marois était arrivé au pouvoir, ils avaient enlevé les crédits d'impôt pour la création justement des jeux vidéo. Et une des premières décisions que le gouvernement qui a suivi, le gouvernement libéral qui a suivi, a remis en place, c'est justement ces fameux crédits d'impôt-là. Donc, on voit que d'un point de vue économique, ça va avoir un impact. On sait que les OGM ne sont pas innocents par rapport à la qualité de notre vie. Le Québec, depuis le début des années 2000, je pense que c'est en 2002-2003, ils se sont prononcés, donc l'Assemblée nationale, les 125 députés ont voté unanimement pour l'étiquetage des OGM. Mais c'est une compétence fédérale. Donc à ce moment-là, on a beau au Québec vouloir que les OGM soient étiquetés et que les produits puissent être identifiés quand ils comportent des OGM, eh bien en fait, le Québec ne peut pas légiférer parce que c'est une compétence fédérale. Et quand bien même le Québec voudrait légiférer, l'entreprise qui produit des OGM va aller voir les tribunaux canadiens et dire « hé hé », et le tribunal canadien va dire au Québec « c'est pas votre problème ». D'accord? Donc, la manière dont les agences vont gérer ça va dépendre de leur champ de compétences. Et pourquoi est-ce que, éventuellement, Santé Canada ou Industrie Canada ne mettent pas un peu d'ordre là-dedans? Mais parce qu'ils veulent que l'industrie qui produit agroalimentaire, qui est très bien développée dans la partie des prairies, ils ne veulent pas amener une contrainte économique, alors que le géant américain, un peu plus au sud, lui, c'est le free for all. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont avoir une influence qui fait qu'il ne faut pas qu'on attende que le gouvernement fasse quelque chose. Il faut que les personnes se sensibilisent, s'informent, essayent de comprendre et puis prennent une décision en leur âme et conscience. À partir du moment où vous savez qu'un produit qui contient des OGM peut être problématique pour vous, mais le simple fait de rechercher des produits où il y a un logo qui n'est pas contrôlé, noté, mais un logo sans OGM peut devenir à ce moment-là un choix responsable pour le parent. Si le parent prend le temps de faire la cuisine à la maison plutôt que de donner un sandwich d'une compagnie XYZ qui le vendrait à bas prix à l'extérieur, à ce moment-là, oui, ça prend du temps pour faire le sandwich ou ça prend du temps pour faire le lunch, mais
mais dans le même temps, ils vont faire une décision en leur âme et conscience pour éviter justement que les produits problématiques ne se retrouvent dans le lunch de leur enfant ou leur propre lunch. Donc c'est pour ça que, comme je disais tantôt, il ne faut pas attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Le gouvernement fait ce qu'il peut, d'accord? Mais en bout de ligne, il faut savoir qu'ils vont prendre parfois des décisions qui, sur le plan économique, sont tout à fait justifiées, mais sur le plan personnel, individuel, sont problématiques. Donc c'est un individu de se prendre en main. Là, tous les cas, problèmes, là, violence, intimidation, etc., il y a des répercussions physiques, psychologiques, émotionnelles, mais comment qu'on peut se placer dans la peau d'un docteur, puis de comprendre la chose d'une manière intellectuelle, mais il y a une sensibilité, vous êtes humain à quelque part. Comment vous faites pour concilier le juste en vous? Mais en fait, premièrement, quand tantôt vous parlez de violence, les chiffres qui existent en France, on parle de 95% des enfants qui subissent de la violence éducative. Et la violence éducative commence par de simples mots de dénigrement qu'un adulte va faire. Comparer un enfant à son autre enfant. Sermonner un enfant dans une classe devant les pairs. D'accord? Se servir de la charge des pairs pour contraindre, par exemple, le comportement d'un enfant, ou par exemple les punitions générales que vous et moi, on a probablement dû connaître à un moment donné au bout. En tout cas, moi, j'en ai vécu, des punitions générales en tant qu'enfant. C'est injuste pour l'enfant qui n'a pas commis éventuellement la transgression du code de vie. Donc, à partir de ce moment-là, ça va avoir un impact. Le rapport à la justice, le rapport à l'autorité va être affecté. La confiance. Comment est-ce qu'un enfant peut arriver à faire confiance dans son parent ou dans un enseignant si, d'une manière ou d'une autre, il subit différentes formes de violence? Quand j'étais enfant, la violence physique était encore permise dans la classe, elle ne l'est plus, à part un arrêt d'agir. Mais aujourd'hui, la violence psychologique, elle est omniprésente, d'accord? Parce qu'il y a de plus en plus d'adultes en difficulté. Et les adultes ne comprennent pas nécessairement le fonctionnement des enfants. Donc, c'est le rapport de force qui est fréquemment présent. Donc, si les écoles veulent enrayer l'intimidation qu'on va retrouver en fait dans les cours de récréation ou sur les réseaux sociaux, il va falloir changer notre manière d'éduquer nos jeunes dans nos écoles. Pourquoi je parle des écoles? Parce que normalement, ce sont des personnes qui ont choisi ce métier-là, au même titre que le médecin ou l'infirmière ne peut pas choisir de ne soigner que des gens en santé. D'accord? S'il fait le choix d'être médecin ou si elle fait le choix d'être infirmière, on s'entend que oui, il va voir peut-être à un certain moment devoir contacter la mort, contacter le non-sens, contacter l'absurdité quand on est face à un virus ou une pathologie qui n'a pas de fin possible. Donc, oui, les enseignants et tout le monde qui est autour du monde éducatif va devoir se poser des questions par rapport à la manière dont les choses se placent. Puis on a papa et maman qui peuvent être éventuellement en difficulté. Aussi, il faut les éduquer. Hein. Oui, parce qu'eux-mêmes, bien souvent, ont vécu cette violence-là. Donc, c'est comme si, parfois, c'est normal, c'est comme ça qu'on va éduquer un enfant. Il y a actuellement en France une grosse discussion sur l'interdiction, entre autres, de donner la fessée. Puis la fessée, ce n'est pas une tape sur les fesses, c'est plusieurs tapes sur les fesses. Et il y a plein de gens qui réagissent, mais oui, mais c'est comme ça que j'ai grandi, je m'en suis pas mal sorti. Le seul problème, c'est à quel prix? Parce que quand l'enfant subit un stress affectif, ça va avoir un impact sur son cerveau. Puis là, il y a une étude que j'aime beaucoup prendre, en fait. C'est une étude qui a été faite chez des souris, où on a en fait sevré de manière précoce des jeunes souriceaux et on a laissé frères et sœurs avec leur mère. Donc, on peut comparer le développement de ces souris-là, des souris qui sont sevrées de manière trop précoce et des souris qui restent avec leur mère. C'est des frères et sœurs, toutes reçoivent relativement les mêmes soins, à part le fait que les souris qui sont restées près de leur mère ont la possibilité d'être près de leur mère. Et quand, au bout de quelques semaines, on sacrifie les souris, on coupe leur cerveau en rondelles, ça nous permet d'identifier les zones où sont les neurones, et l'équipe auquel je fais référence, ils ont été capables de mesurer la mortalité cellulaire. Et quand on regarde la mortalité cellulaire, on voit en fait qu'il y a beaucoup plus, 5 à 10 fois plus de mortalité cellulaire chez les souris qui n'ont pas été en contact avec leur mère après leur naissance. Donc, on voit, c'est des bêtes souris, ce n'est pas des êtres humains, c'est des bêtes souris qui ont eu tout le confort nécessaire pour arriver à survivre, mais la simple présence de ne pas avoir leur mère, il y a une mortalité cellulaire qui va être là. Il y a des études qui ont démontré aussi que la violence qui est faite sur les enfants va
amener tellement d'hormones de stress à l'intérieur du corps et au niveau du cerveau que même l'enveloppe qui protège en fait l'ADN de nos neurones est affectée. On sait également que quand un enfant est bousculé psychologiquement parlant, d'accord, pendant 1, 2, 3 jours, il ne va pas créer de nouvelles synapses dans son cerveau. Donc des enfants qui sont bousculés depuis leur bas âge, d'accord, et qui, jour après jour, jour après jour, jour après jour, se retrouvent dans un climat extrêmement toxique sur le plan psychologique, eh bien ce sont des enfants qui vont avoir en fait un cerveau qui va être archi-développé au niveau de la zone de survie, d'accord. S'ils étaient dans le bois face à un animal sauvage, ce serait fantastique. Ce problème, c'est qu'on ne vit plus dans le bois, d'accord. Et en fait, ça va se faire au détriment du reste du cerveau qui ne se développera pas de la bonne manière. Puis, rendu à l'âge adulte, c'est là que vous avez une variété de troubles de la personnalité qui vont apparaître. Et en même temps, c'est certain que je dresse un panneau ou un tableau qui n'est pas très... c'est réaliste, en tout cas. Qui n'est pas très beau, mais il y a de l'espoir. Si vous savez le nombre de personnes qui, au début de la vingtaine, reçoivent un diagnostic de trouble de la personnalité limite, qui est en fait surtout une réaction très, très émotionnelle et intense face à une situation avec laquelle ils n'arrivent pas à s'adapter. Donc, ils reçoivent le diagnostic à 18, 20 ans, 22 ans, et le diagnostic a disparu à 40 ans. Pourquoi? Parce que notre cerveau se développe jusqu'à 40 à 45 ans. Donc, si, en fait, à partir du moment où le jeune commence à sortir de l'environnement toxique dans lequel il a grandi, commence à avoir un travail dans lequel il peut se réaliser, qu'il peut rencontrer le bon conjoint ou la bonne conjointe avec qui il va créer quelque chose de différent que ce qu'il a reçu en héritage, qui développe en fait sa confiance en lui, eh bien son cerveau va se remettre à se développer et va lui permettre en fait d'avoir accès en fait au potentiel qui est là. Et si ça ne suffit pas, mais la psychothérapie fait partie de la solution parce que quelque part dans le travail psychothérapeutique, on recrée d'une manière ou d'une autre le rapport que nous avions avec les adultes qui auraient dû prendre soin de nous quand on était plus jeunes. Donc on crée un attachement et les neurosciences démontrent que cet attachement-là est primordial. S'il n'y a pas cet attachement-là, la probabilité que la thérapie fonctionne est pratiquement nulle. D'accord? Donc le lien d'attachement entre le patient et son thérapeute est fondamental. Mais ce lien d'attachement-là fait en sorte que quand la personne reparle, partage des événements de son passé ou de son présent qui sont douloureux, cet attachement-là fait en sorte qu'il y a un relâchement des mécanismes de défense. Et donc, à partir de ce moment-là, le cerveau peut retrouver en fait une certaine aisance de fonctionnement. Et on le voit vraiment avec des électrodes de surface. On peut voir comment le flux nerveux va être beaucoup plus dynamique et efficace. Alors que chez quelqu'un qui a des pathologies, on va voir en fait que le flux nerveux n'est vraiment pas adéquat à certains moments, à certains endroits en fait au niveau comme je disais tantôt, des électrodes de surface. Advenant qu'une personne est consciente que la violence est dans son foyer à différents niveaux, là. Et puis là, on met une attention spéciale à l'alimentation, on met une attention au niveau du respect. Y a-t-il des moyens pour aider le cerveau à un sentiment de sécurité ou d'être aimé ou de se trouver beau ou belle? Y a-t-il moyen, au-delà de la psychothérapie, que les gens peuvent faire à la maison? Mais en fait, la première chose à savoir, c'est qu'il faut un village pour élever un enfant. C'est un dicton qu'on entend beaucoup, mais malheureusement ou heureusement, c'est une réalité. Autrement dit, des enfants qui peuvent être bousculés dans leur vie peuvent rencontrer de nouvelles figures d'attachement qui sont très importantes. Je donne un exemple. J'ai grandi dans une famille très violente, dans laquelle tant mon père que ma mère nous battaient fréquemment. Et j'ai eu plusieurs enseignants qui m'ont aussi frappé. Donc pour moi, d'être frappé, c'était normal. Puis j'arrive, en fait, je change d'école entre la première et la deuxième année primaire. Et dans les premiers jours qui suivent, je fais une niaiserie parce que je n'étais pas au courant d'un aspect du règlement d'école. J'arrivais, j'étais tout nouveau, alors que mes collègues, ils étaient là depuis 4 ans à l'école. Parce qu'en Belgique, il y a 3 années de maternelle, ce qui fait que quand on est en deuxième année, ça fait déjà 4 ans qu'on est scolarisé. Et donc, je me fais gronder par mon enseignante. Et je la regarde dans les yeux. D'accord? Mais dans cette école-là, ce n'était pas autorisé de regarder un professeur dans les yeux quand on se faisait sermonner. Il aurait fallu que je baisse la tête. Mais je ne le savais pas de nouveau, je ne savais même pas 8 jours que j'étais rentré à l'école. Et l'enseignante a pris sa main, elle m'a donné une de ses gifles, parce que pour elle, elle était confrontée
Je l'opposais, je la défiais. C'est ce qu'elle, elle percevait. Et en fait, une demi-heure après, l'enseignante est venue me retrouver. Et elle m'a dit, tu sais Joël, c'est pas normal qu'un adulte frappe un enfant. Je n'aurais jamais dû te frapper. Je te demande pardon. Si tu savais comment cette enseignante-là a fait, c'est une pierre angulaire. Parce que, premièrement, ce qui s'est passé, ça a soudé quelque chose entre elle et moi, d'accord? Et deuxièmement, c'est la première fois qu'un adulte me disait que ce n'était pas normal de ne pas être battu, d'être battu, pardon. Et donc, c'est un premier clash, d'accord? Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs extraordinaires sur l'ensemble de mon parcours. C'est certain que je suis un enfant et j'étais un adolescent qui était très sensible à l'intégrité. Donc, quand un adulte manquait d'intégrité, j'avais le talent pour aller pousser sur le piton qu'il fallait, d'accord? Mais en même temps, j'ai toujours eu des enseignants et des directions d'école extraordinaires autour de moi qui voyaient le potentiel que le petit bonhomme, malgré certains comportements dérangeants qu'il pouvait avoir, avait et qui m'ont encouragé à développer. Maintenant, j'aurais pu refuser ça. J'aurais pu ne pas embarquer dans le projet de mes profs ou de mes directions d'école. J'aurais pu... Donc ma décision, elle est importante aussi. Donc les enfants ont une part de responsabilité dans ce qui se passe. Ils n'ont peut-être pas de part de responsabilité dans l'environnement toxique dans lequel ils grandissent, mais ils ont une responsabilité en fonction de leur âge, de la manière dont eux vont être capables de rebondir, dont eux vont être capables de faire des choix. Mon fils a été bousculé par une enseignante au début de son cheminement primaire et je n'avais pas de contrôle sur ce qui se faisait à l'intérieur de la classe. Il y avait un aveuglement volontaire de la direction, d'accord? Donc à partir de là, le seul espace de travail que je pouvais faire, c'était mon garçon, parce que je ne suis pas le psychothérapeute de mon garçon, je suis son papa. Il a été voir une de mes collègues pour travailler sur certains aspects avec lui au niveau de mettre des mots sur ce qu'il ressentait. D'accord? Et reprendre confiance dans la présence d'un adulte. Mais moi, le travail que je faisais avec lui, c'est qu'on a utilisé plein de films, dont Star Wars, La stratégie Handor, toute une série de films qui me permettaient d'aider mon garçon à, comment dire, sentir sa part de responsabilité et faire des choix, lui, en fonction de l'âge qu'il avait. Et les choix qu'il peut avoir à 7 ans, à 9 ans, à 10 ans ou à 15 ans vont être différents parce que son cerveau va maturer. Mais l'enfant a un choix, au même titre que quand j'étais enfant, c'était normal de se battre dans la cour de récréation, c'était à peine si on se faisait punir. Puis je me souviens que au début de mon secondaire, il y a quelqu'un qui m'a frappé, j'ai retourné en fait l'agression avec 2 points dans la figure et j'ai vu le visage de la personne changer. Puis j'ai regardé mes mains, je dis jamais plus je me battrai. Et je ne me suis jamais plus battu. Parce que pour moi, ça n'avait pas de sens de me battre. C'est comme si j'allais reproduire ce que mes parents m'avaient donné en héritage. Donc c'est un choix que j'ai fait. Et quelque part, la psychothérapie ou le coaching ou la présence de personnes ressources autour peuvent aider le jeune et le moins jeune à faire des choix. Et le choix va même aller modifier non seulement l'éducation qu'on a reprise, qu'on a eue, mais va modifier aussi le fonctionnement de nos gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, on peut avoir éventuellement une fragilité ou une vulnérabilité génétique, mais nos choix, nos comportements, nos décisions vont modifier la manière dont les gènes vont fonctionner et vont nous donner de plus en plus de ressources ou, si on fait des choix et qu'on a des habitudes de vie qui ne sont pas très saines, on risque éventuellement de tomber de plus en plus dans des problèmes de santé. Bon, les jeunes qui ont beaucoup d'émotions ont de la difficulté à mettre des mots sur ce qu'ils vivent et ils ont de la difficulté aussi à communiquer ce qui se passe, même s'ils ont un réceptacle attentif. Comment amener le jeune à respirer, se calmer, puis à formuler les choses quand, au contraire, ils ont tendance à se protéger, à se fermer? Mais vous savez, Julie, combien d'adultes sont capables de faire ça? Non, c'est ça qui se passe. Hein. Ça Autrement du travail, l'entraînement. On demande à des enfants, d'accord, qu'ils aient 5 ans, 10 ans, 15 ans, des ados, on demande à nos jeunes des choses que la plupart des adultes ne sont déjà pas capables de faire. Quand on regarde ce qui se passe sur Facebook, le nombre de commentaires désagréables que les adultes vont se permettre de faire, et parfois dans la méchanceté, ils vont bien plus loin que ce que nos jeunes vont faire. Okay? Or, pourtant, les adultes, ils ont un cerveau plus développé que celui de leurs enfants et de leurs adolescents. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas demander à un jeune de faire quelque chose que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on sait qu'avant 20 ans,
Le jeune n'est pas capable tout seul de se réguler sur le plan émotionnel sans la présence d'un adulte réassurant ou éventuellement son meilleur ami dans l'adolescence. Autrement dit, la manière dont l'émotivité va faire en sorte que va être manifestée, elle va faire que c'est essentiellement la partie de survie du cerveau qui va être stimulée. Donc, il va y avoir très peu de sang qui va aller dans le haut du cerveau pour avoir accès justement à ces ressources de communication par des mots. D'accord? De dire un sacre, c'est une manière de communiquer avec des mots, mais ce n'est pas nécessairement le mot que l'adulte veut entendre. Okay? Donc là aussi, il faut faire attention à la manière dont on voudrait que l'enfant se communique. On ne peut pas être Sonia Benezra à 5 ans, ce n'est pas possible. Puis je peux faire référence à Sonia Benezra, l'expression qu'elle avait en mettant sa main sur son cœur, c'est du fond de mon fond. Tu sais? C'est quelque chose éventuellement possible chez un adulte qui va être presque impossible chez un enfant, sauf s'il se sent en sécurité. Autrement dit, si j'ai un enfant qui vit des grosses émotions, d'accord, et qu'il y a un adulte en qui il a confiance, qui est près de lui, à ce moment-là, le fait de se sentir en confiance, ça relâche toute la pression interne dans le cerveau, et ça fait en sorte qu'il y a de nouveau accès aux ressources autres que les ressources de survie. Et là, éventuellement, l'enfant pourra mettre des mots. Mais, et encore, ce n'est pas nécessairement sûr à 100%. Parfois, il va falloir attendre une demi-heure, 1 heure, 5 heures, 1 jour, 2 jours, même 3 jours avant que l'enfant ne retrouve l'accès, malgré la présence d'un adulte, ne retrouve l'accès à ses ressources supérieures parce que tout le cerveau s'est mis en mode survie. Alors, comme je le disais tantôt, si je suis dans le bois face à un serpent, face à un loup, face à un ours, la manière dont le cerveau va réagir, ça va me permettre de survivre. Le problème, c'est que ça fait des ans dans une classe ou dans une maison. Donc, de comprendre que les crises des enfants font aussi partie de la solution parce que le fait de pleurer, et éventuellement un enfant va préférer aller picosser l'adulte pour se faire chicaner parce que le fait de se faire chicaner, ça peut être un déclencheur de pleurs, d'accord? À ce moment-là, le fait de pleurer, ça va relâcher cette boucle de stress-là et on va pouvoir retrouver en fait un élément. Donc, à défaut d'avoir un adulte réassurant proche de soi, le pleur va être une solution ou le sommeil. Mais pour ça, il faut bien dormir. Si je joue jusqu'à 3 heures du matin avec un jeu vidéo, ce que certains adolescents ou pré-ados vont faire, c'est certain que le nombre d'heures de sommeil est insuffisant, non seulement pour mémoriser, mais également pour avoir les ressources émotionnelles adéquates pour être en société le lendemain dans sa famille ou dans son école. Donc le sommeil va être important là aussi. J'ai une question parce que la neuroscience touche à la psychologie, touche à l'éducation, touche à beaucoup de choses. Qu'en est-il de l'âme, de Dieu, de l'aspect mystique ou ésotérique de la chose? Parce qu'il y a souvent des conflits entre les personnes qui sont plus spirituelles, qui sont plus psychologiques, dans le sens que la psyché est plus en valeur, si on peut dire, au niveau de la spiritualité, versus la psychologie qui est plus au niveau mental ou émotionnel. Moi, j'ai l'impression que ça se croise, que c'est un tout. Mais pourquoi que la psychologie ne le considère pas, ça? Bien, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Et je pense qu'il y a un aspect majeur, c'est que la science, elle s'occupe à ce qui est matériel, à ce qu'on est capable d'observer, de reproduire dans un laboratoire, de quantifier la plupart du temps. Autrement dit, on a déjà des difficultés à essayer de quantifier la relation affective avec une autre personne. Okay? Par exemple, si vous avez un conjoint, quelle est scientifiquement la preuve que cette personne-là est vraiment amoureuse de vous? Ça va être difficile à pouvoir quantifier parce que la manière dont lui pourrait l'exprimer ne sera probablement pas la manière dont, si j'étais votre conjoint, je pourrais l'exprimer ou si l'autre personne pourrait l'exprimer. D'accord? Donc, dès qu'on rentre dans des phénomènes humains, on est déjà dans une problématique plus difficile à quantifier. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de misère à comprendre nos enfants aujourd'hui, parce que c'est plus facile de quantifier le nombre de fois qu'il part dans la lune ou le nombre de fois qu'il bouge sur sa chaise que d'identifier ce qu'il ressent, ce qu'il vit quand il est face à une matière avec laquelle il ne se sent pas en confiance ou qu'il n'a pas d'intérêt particulier en tant que tel. D'accord? Ou que le sujet de l'activité, par exemple, si vous avez un enfant qui ne veut rien savoir des contes de Walt Disney, mais c'est un texte de Walt Disney qui est lu par l'enseignant ou qui est la base d'un travail de réflexion, bien, il risque de décrocher, alors que si
c'était quelque chose sur un pays, ou sur une voiture, ou sur une histoire de super-héros, là, il aurait complètement embarqué. Donc le sujet, mais ça c'est difficile à mesurer, c'est par l'observation qu'on va faire. Donc on a des études qui sont quantitatives, et on a des études qui vont être de plus en plus phénoménologiques. Et pour moi, la démarche spirituelle, elle est plus de l'ordre de la phénoménologie, de l'expérience personnelle, qui peut être éventuellement cohérente en regardant ce que d'autres vont vivre et vont faire. Et c'est plus une documentation phénoménologique qu'une mesure en tant que telle. L'autre aspect qui est aussi important, et plus important je crois au Québec que dans beaucoup d'autres pays, c'est que la religion a eu un impact majeur à la fois dans la survie du français au Québec, mais en même temps dans un encloisonnement de l'être humain, peut-être plus les femmes d'ailleurs que les hommes. Donc à ce moment-là, il y a un refus de la part des scientifiques ou des ordres professionnels ou des décideurs d'envisager ces phénomènes plus spirituels. Pourtant, quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau des personnes, il y a entre autres une étude qui a été faite par Mario Beauregard ici à Montréal, où il a regardé le fonctionnement des sœurs pendant qu'elles étaient en train de faire une prière qui ressemble à un état méditatif, et on voit de manière spécifique que ça va aller toucher des zones très importantes pour développer de la compassion, pour développer de la générosité, pour développer une manière de gérer l'émotion, une manière d'entrer en relation avec l'autre beaucoup plus saine et sereine. Ce sont des données qui sont très proches de ce qu'on va trouver également quand on observe des moines bouddhistes. D'accord ? Alors, est-ce que c'est la pratique de la méditation? Est-ce que c'est la pratique de la prière? Est-ce que c'est leur manière de vivre en relation dans leur communauté qui peut faire une différence? La question peut être posée, mais on voit quand même qu'il y a des impacts dans leur pratique qui fait en sorte que leur cerveau fonctionne d'une manière différente. Tantôt, je disais que le cerveau se développait jusqu'à 40 à 45 ans. Et là, on va voir deux catégories de personnes qui vont apparaître à cet âge-là. Il y a une catégorie de personnes qui va voir en fait son épaisseur corticale se maintenir jusqu'à la fin de leur jour. Donc les neurones vont continuellement se renouveler pour maintenir cette épaisseur-là. Okay? Alors que l'autre partie, on a en fait selon les âges, environ une personne sur 13 début de la soixantaine, une sur 3 à 80 et 2 sur 3 à 90. On va voir en fait que le cerveau va se rétrécir, la partie qui permet le plus d'avoir du jugement va se rétrécir. Et ce sont en fait les personnes qui vont développer l'Alzheimer ou la sénilité. Ce n'est pas génétique, c'est en fait nos habitudes de vie. Et dans ces habitudes de vie, il y a 7 grands comportements qu'on va retrouver. Et en fait, le fait d'avoir une perception spirituelle de la vie va faire partie des facteurs de protection. Maintenant, la spiritualité, c'est quoi? C'est d'essayer de donner du sens à sa vie, essayer d'accepter qu'éventuellement il y a quelque chose de plus grand et de plus impalpable que nous, et les personnes peuvent éventuellement aller s'enraciner dans une perspective qui va résonner pour eux. D'accord? Et je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des religieux qui peuvent être spirituels. Je dis juste que c'est vraiment la démarche spirituelle qui va faire en sorte que, justement, ces personnes-là ont un peu plus de chance, en fait, de développer. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pensait, en fait, que tous les neurones étaient présents, en fait, à la naissance de la personne. Et puis, on a commencé à découvrir qu'il y avait des cellules souches dans le cerveau, donc que le cerveau pouvait générer des nouvelles cellules pour remplacer celles qui allaient mourir. Et jusqu'à assez récemment, on s'est rendu compte que c'est la pratique de la méditation qui fait en sorte que, en tout cas c'est parce qu'on a trouvé chez les militants, qui fait en sorte que ces cellules-là vont se développer et vont venir pouvoir remplacer des cellules qui seraient mortes en tant que telles. Donc de nouveau, d'avoir certaines pratiques spirituelles pourrait contribuer à une protection, ça deviendra un facteur protectif, au même titre que de maintenir des activités intellectuelles, de faire l'activité rythmique, de faire l'activité physique, de bien manger, d'apprendre à mieux réguler notre degré de stress. Il y a d'autres éléments là, mais oui, on peut le faire. Puis il ne faut pas oublier, c'est que si par exemple une personne vit ce qu'on appelle une expérience de mort imminente et qu'elle revient donc à la conscience par après et va partager ces éléments-là, ce que cette personne-là va partager, c'est une expérience.
c'est une personne qu'on peut pas, on peut pas faire répliquer cette expérience-là. On pourrait pas la mettre dans une cité un peu comme il y a eu un film dans les années 80 avec Julia Roberts, entre autres, où il provoquait en fait des expériences de mort imminente. On ne pourrait pas faire ça d'un point de vue scientifique pour pouvoir répéter de manière régulière cette expérience-là. Donc, il faut observer l'ensemble des choses. Et il y a un médecin français qui s'est beaucoup intéressé justement et qui voit à quel point il y a des correspondances en fait dans la manière dont les gens vont parler de cette expérience-là. Est-ce qu'il y a quelque chose après? Je ne le sais pas. D'un point de vue scientifique, je ne peux pas me prononcer, d'accord? Mais d'un point de vue être humain, je peux éventuellement avoir une idée en fonction des expériences de vie, en fonction des personnes que j'ai rencontrées, en fonction de mes différentes expériences, je peux décider où il y a quelque chose ou il n'y a rien. Ça devient quelque chose. Là, il y a un médecin à Harvard qui a réussi à prouver que l'âme quittait le corps scientifiquement. En tout cas, j'ai vu ça passer. Mais il faudrait déjà définir c'est quoi l'âme. D'un point de vue scientifique, comment le prouver? Est-ce qu'on peut voir de quelle manière il va le prouver que cette âme-là existe ou n'existe pas? Le problème là-dedans, c'est d'avoir, de nouveau, c'est là que le clash se fait entre la science et la compréhension spirituelle du monde, c'est de trouver les bons indices, un peu comme je disais tantôt. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut prouver scientifiquement que si vous avez un conjoint, cette personne-là vous aime pour vrai et prend soin de manière assez caractéristique? Un de mes professeurs nous disait, prenons cet exemple-là, justement, une personne qui démontrerait en fait un grand amour pour c'est très, comment dire, caricatural ce que je vais prendre comme exemple, mais c'est intéressant pour moi pour exposer le projet. C'est que à un moment donné, les chercheurs trouvent qu'il y a un monsieur qui amène le mercredi et le vendredi un gros bouquet de roses à sa femme. Et donc là, les chercheurs sont en pamoison parce que, hey, on a enfin un indice qui démontre que la fête d'amener des roses à sa blonde, c'est vraiment quelque chose qui démontre à quel point il est en amour de cette femme-là. Et puis quand on regarde son agenda, on remarque que, bizarrement, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi, il n'y a pas de rendez-vous. Il s'amuse avec sa secrétaire. Autrement dit, l'indice que l'on a déterminé, le fait d'offrir des roses, est-ce que c'est un indice d'amour ou c'est un indice de la culpabilité qu'il pouvait avoir? Et c'est ça le problème. Dès qu'on rentre dans les phénomènes, c'est d'arriver à déterminer c'est quoi les indices. Alors je lirai avec l'étude avec grand plaisir par rapport à ce que... l'article, oui. Mais le tout, c'est de se poser la question, c'est quoi les indicateurs qui peuvent nous parler de la présence d'une âme, qui peuvent démontrer qu'il y a une âme, qui peuvent quantifier éventuellement cette expérience-là. Et donc, ça, c'est là qu'il y a, comme je disais tantôt, il y a un grand clash. L'erreur qui est faite par certaines personnes, c'est de dire, parce que scientifiquement, on ne peut pas le démontrer, ça n'existe pas. Mais là, je trouve que c'est une grosse preuve d'orgueil, parce que scientifiquement, la seule chose, c'est par exemple la présence des ovnis. La seule chose que je peux dire d'un point de vue scientifique, c'est que moi, consciemment, j'en ai pas vu. Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Je ne le sais pas. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le démontrer, je ne peux pas le reproduire dans un laboratoire. Je peux juste dire que j'en sais rien. Et c'est ça la démarche scientifique que malheureusement certains collègues n'ont pas toujours comme rigueur pour pouvoir parler des phénomènes spirituels ou de la plupart des phénomènes humains qui peuvent nous interpeller. Je vous invite à aller sur le site internet de Joël parce que bon, son curriculum est très garni. Il a contribué à beaucoup d'études. En tout cas, c'est un élément de l'évolution neurosciences au Québec. Merci d'être venu. Avec plaisir. Et puis, on voit toutes sortes d'expériences, que ce soit comme professeur universitaire, on peut dire ça comme ça, ou dans des centres d'études. Vous êtes même directeur fondateur de l'Institution de la famille. L'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Je savais, c'est pour ça que j'avais préparé ça sur Internet. Je vais me planter à celle-là. C'est pas grave. Donc, vous avez vraiment contribué à aider beaucoup de gens. Comment on arrive tout simplement à dire, OK, là, je suis capable de prendre un autre projet, puis j'y vais. Comment vous gérez déjà tout ce qui est déjà en cours? Bien, en fait, je veux dire, tout choix fait en sorte qu'on est obligé de renoncer à un certain nombre de choses. Par exemple, ça fait une bonne douzaine d'années que je ne suis pas rentré en Europe
parce qu'il y avait déjà tellement d'éléments dans ma vie professionnelle de tous les jours, puis je veux vivre mon rôle de père aussi, que quand je suis devenu papa, en fait, j'ai pris la décision de moins aller en Europe pour aller faire des conférences ou des formations. Donc, il y a des choix qui vont être là. Et puis oui, souvent, il y a des choix déchirants, il y a des projets qu'on me propose auxquels je suis obligé de renoncer parce que je manque de temps. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas intéressant, ça veut juste dire que je n'ai pas nécessairement la possibilité de le faire. Puis parfois, il y a des opportunités aussi qui sont là. Tantôt, quand je parlais de la vulnérabilité des enfants, en bas âge, j'ai eu la possibilité de former en fait toute l'équipe psychosociale qui fait le pont entre notre système de santé et les différentes commissions scolaires en fait en Estrie. Donc à partir de là, le fait de pouvoir arriver à sensibiliser et former ces intervenants et ces intervenantes-là fait en sorte que ça va pouvoir rayonner de plus en plus dans la région. Donc le facteur des multiplicateurs est très important. Donc, là aussi, ce sont des éléments qui sont pour moi importants dans le sens que si je peux aider des équipes dans les écoles ou dans des régions comme c'est le cas en Estrie, mais ça va être probablement quelque chose de très porteur parce que l'impact ça va avoir est majeur sur les enfants et les adolescents en fait, et sur les familles au sens large. Ça fait-tu partie du mandat de votre institution du développement? Oui, mais en même temps, les mandats, on les choisit en fonction de qu'est-ce qui se présente en fait. Au même titre que j'ai eu le bonheur de diriger plusieurs collectifs, en fait, sur les 10 livres que j'ai sortis, il y avait 6 collectifs dedans. La première chose, c'est que je n'avais pas la prétention de tout savoir. Donc pour moi, d'aller chercher des personnes qui pouvaient exprimer au départ de leur expertise, leur manière de voir la thématique qui est exposée dans le livre, pour moi, ça faisait partie de ça. Mais en même temps, je me suis rendu compte à un moment donné, c'est que conduire un collectif, ça demande énormément d'énergie. Et puis moi, quand j'écrivais mon chapitre, je me rendais compte que je n'allais jamais au bout de mon idée. Donc j'ai décidé, il y a 4 ans, avec le 6e qui est sorti en 2014, de ne plus faire de collectif à ce moment-là, et puis de plus de me concentrer sur des livres où je suis seul auteur. Donc ce sont tous les éléments comme ça. C'est une question de choix, en fait, en fonction des opportunités. D'un autre côté, vous m'avez demandé de vous rencontrer aujourd'hui, ça me fait grand plaisir. Puis c'est intéressant parce que ce n'est pas des questions qu'on pose toujours, en fait, donc je suis vraiment content. Mais c'est vrai que tu vas souvent à l'émission d'Isabelle Maréchal, puis à la radio de Radio-Canada, en tout cas 98.5 et tout ça, tu vas souvent à des... Mais ça fait partie du système, là. C'est comme ça, c'est expéditif. Dis ton idée en 5 minutes. Puis mais ça dépend du type d'entrevue. Si, par exemple, j'interviens sur une nouvelle, oui, généralement, ce sont des entrevues qui vont être très courtes, qu'elles vont faire entre 5 et 10 minutes. C'est des grosses nouvelles, les enfants de Guy Turcotte ou la petite fille de Granby. Et quand on va déjà à la mission d'Isabelle Maréchal, c'est une émission d'1 heure, donc on peut déjà aller beaucoup plus en profondeur. J'ai participé à un documentaire que Karina Marceau a fait pour Radio-Canada sur les enjeux du développement des petits garçons. Et là, c'est 3 heures d'émission, puis avec laquelle il y a plusieurs personnes qui interviennent. Je ne suis pas le seul à intervenir, mais l'entrevue que j'ai faite avec Karina a duré 2 heures, puis elle a été repiquée des morceaux pour conduire en fait son documentaire radio. Donc ça va vraiment dépendre la manière dont on peut faire les choses. Puis ça reste quand même que quand j'interviens même sur une nouvelle, ce que j'essaie de faire, c'est de toujours ramener de l'humanité derrière ça. Quand on parle entre autres de la petite fille Granby qui malheureusement est décédée suite à de la violence éducative exercée par son père et sa belle-mère, oui, je crois que la DPJ a un questionnement de base à se poser, mais pour moi c'est beaucoup plus large que la DPJ. Et sans cibler les personnes qui ont vu et qui ont assisté à différents signes de détresse. Tu sais, tantôt, quand je disais qu'il faut faire attention aux théories dominantes dans le domaine de la science, c'est que c'est très clair que cet enfant-là n'allait pas bien. Ce qui l'a sauvé pendant très longtemps, c'est sa douance. Donc même quand elle manquait énormément de périodes scolaires, elle maintenait des résultats de 90% et plus. Donc elle avait quand même des ressources, mais il n'y a personne qui s'est interposé là-dedans. Alors comment on fait pour regarder ce qui va se passer chez notre petit voisin, chez notre neveu, notre nièce, chez l'enfant de notre ami? Comment nous, en tant qu'individus, on réagit par rapport à la détresse qu'on va voir? Comment est-ce qu'on aide nos amis quand eux... Parce que, tu sais, tantôt quand je disais que mon garçon a vécu des choses assez pénibles à l'école, j'ai été abasourdi de voir l'aveuglement volontaire du directeur et de la directrice adjointe,
qui n'ont pas fait ce qui était à faire pour protéger les enfants, parce que mon enfant n'était pas le seul à être bousculé, en fait, dans cette classe-là. Et sans avoir jamais mis dans une affiche pour dire, ben, les enfants qui ont été bousculés par tel enseignant, venez me voir, mais maintenant, je peux voir que, même depuis ce que mon garçon a vécu, de manière récurrente, il y a d'autres enfants qui, avant, eux aussi avaient été bousculés par cette enseignante-là, qui est en souffrance. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas aidé? Pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas dit, regarde, je pense que tu as besoin de prendre un congé parce que ton interaction avec les enfants, ça ne fonctionne plus. Comment ça se fait que le syndicat la protège? Parce que malheureusement, souvent, le syndicat va protéger des situations comme celle-là au mépris de ce que l'enfant, et on va peut-être voir ça éventuellement aussi dans le système de la santé, on va voir ça aussi dans le système juridique. Je pense que parfois, il y a des manières d'intervenir ou des manières de faire qu'on laisse trop faire justement des situations d'abus. Et finalement, ben, il y en a quelques-uns qui sont plus toxiques que les autres, qui éventuellement vont être épinglés. Et encore, ça peut prendre parfois 20 ans, 30 ans avant qu'on les épingle, ou quand ils ont posé des gestes effroyables, comme ceux du docteur Turcotte. C'est vrai que l'image du docteur Turcotte, j'ai croisé des gens qui s'étaient retrouvés en vacances avec lui, qui ont eu l'occasion de l'avoir comme médecin, et ils le déifiaient, ce monsieur-là. Il était d'une gentillesse extraordinaire. Mais j'ai aussi eu d'autres informations qui venaient de la part de collègues, et là, qui mettaient des questionnements par rapport à sa manière d'interagir avec les autres. Donc, il y a l'image narcissique et il y a la réalité en arrière. Et souvent, les gens qui sont proches voient qu'il y a des choses qui ne collent pas, voient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc on voit en fait que quand l'image peut être belle, on va voir en fait que parfois derrière les rideaux, il y a des enjeux qui sont peut-être problématiques. Et malheureusement, parfois l'image est tellement bien ficelée, tellement jolie à présenter dans les médias sociaux et autres, que on ne le voit pas toujours, mais en même temps, parfois, on est témoin de ça. Parfois, il y a des gens qui ont des intérêts personnels qui maintiennent ce genre de comportement-là. Et c'est ça, je crois, que derrière l'histoire de Granby ou des drames comme ceux-là, c'est de dire, OK, quelle est notre part de responsabilité face à cette manière d'être les uns par rapport aux autres, à ces rapports de force omniprésents? Comment ça se fait qu'on élit des personnes qui sont souvent... qu'on pourrait très facilement en fait décrire avec des profils psychiatriques, parce que souvent c'est des personnes qui nous fascinent. Regardez le nombre de personnes qui sont sous les verrous, qui ont tué du monde, et le nombre de lettres d'amour qu'ils peuvent recevoir, parce que les tueurs en série, ça fascine. Donc notre manière en fait de fonctionner par rapport aux pervers narcissiques, par rapport aux personnes qui sont en souffrance, c'est un questionnement global qu'il faut avoir. Et pas nécessairement cibler le voisin ou la DPJ ou un tel ou une telle, c'est dire, OK, qu'est-ce qui nous appartient là-dedans? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie de famille? Qu'est-ce que je peux changer auprès de mes amis? Comment est-ce que je peux donner une part de mon temps à mon neveu, à ma nièce, à mon petit voisin, pour lui permettre d'avoir une bouffée d'oxygène? Et cette bouffée d'oxygène-là fera peut-être en sorte que l'enfant va avoir des points de repère autres, et il va peut-être pouvoir arriver à faire fleurir une partie de lui-même qu'il n'aurait pas pu faire fleurir dans le contexte dans lequel il était. Voilà comment on améliore un humain. Aussi simple que ça. Donner du temps, être présent, puis heureux, puis ça se propage. Oui, puis faire des choses qu'on aime, parce que, vous savez, il y a tellement de gens qui font un travail avec lequel ils ne sont plus en résonance. J'ai plusieurs amis médecins qui sont aujourd'hui dans la quarantaine bien faite et qui se disent, s'ils avaient à reprendre leurs études, ils ne seraient pas médecins, mais ils le sont devenus parce qu'ils avaient des belles notes, et qu'on leur dit, ben, pourquoi tu ne fais pas médecine? Donc, mais en même temps, c'était pas ça qu'ils voulaient faire, parce qu'ils ne se connaissaient pas à ce moment-là, ils n'ont pas. Sauf qu'on s'entend que s'ils ont un salaire qui est intéressant, ça demande toute une énergie ou tout un courage pour changer. Il y a Paolo Conte, qui est un auteur, compositeur et interprète que moi j'adore, c'est un Italien, qui a été médecin jusqu'à 55 ans, puis à 55 ans, il a tout claqué, et il est devenu une star internationale, surtout en Europe et en Amérique du Sud, avec ses chansons qui sont extraordinaires. Mais tout le monde n'a peut-être pas, premièrement, son talent, et deuxièmement, cette force de caractère pour repartir. Il y a un sociologue que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, qui est d'ailleurs à l'origine de Star Wars, avec George Lucas, qui s'appelle Joseph Campbell. Et Joseph Campbell nous disait que la plupart des êtres humains vont, pendant 40 ans,
gravir marche après marche les escaliers d'un building pour se rendre compte, au bout de 40 ans, qu'ils se sont trompés de building. Et donc, si on peut de nouveau aider les jeunes à mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux identifier ce qu'ils sont, ça va peut-être leur permettre de faire un choix de carrière qui va être cohérent avec ce qu'ils sont. Mais si on les organise ou si on leur donne une tablette continuellement, ils n'ont jamais le temps de s'embêter. Ils n'ont jamais le temps de s'ennuyer. Donc, à partir de ce moment-là, comment peuvent-ils sentir? Qu'est-ce qui est passionnant pour eux? Et donc, il y a des choses qui se font déjà dans l'enfance. On va faire le tour de ta belle grande collection de livres, de connaissances que tu transmets. On va commencer par soutenir le développement affectif de l'enfant. Tu parlais tantôt des co-projets que tu as faits, celui-là en est un. Rapidement, qu'est-ce que... En fait, c'est intéressant, c'est le dernier collectif que j'ai produit. C'est que je suis dans les médias depuis 23 ans, mais depuis environ 18 ans pour toutes les problématiques qui touchent au développement des enfants et ainsi de suite. Et notamment la surutilisation de tous les psychostimulants comme le Ritalin, l'Adderall, le Concerta et autres. Okay? Et souvent, que ce soit des journalistes ou des collègues qui me disaient « Oui, mais on fait quoi à la place ?» Et je me rendais compte qu'une des raisons pour lesquelles on utilise des psychostimulants, c'est que les professionnels de la santé et les professionnels de l'éducation sont en fait devant tellement de points d'interrogation qu'ils ne savent pas quoi faire avec eux. Je me souviens tantôt, au début de l'entrevue, je te disais que pour moi, d'analyser ou de définir des déficits, ça fait éventuellement partie du cheminement pour déterminer en fait une direction thérapeutique, mais il faut surtout identifier les forces d'un enfant, parce que c'est avec les forces de la personne qu'on va l'aider à déployer son talent. Donc quelque part, qu'est-ce qu'on fait? De quelle manière on le fait? Mais comme on est trop centré sur les déficits, on ne sait pas comment aider les enfants, parce qu'on ne connaît pas c'est quoi leur force. On ne sait même plus aujourd'hui c'est quoi un développement normal d'un enfant, parce qu'on a trop voulu quantifier un paquet de phénomènes qui sont des phénomènes singuliers. Intéressant. On continue. Mais là, ils ne sont pas dans l'ordre, je m'excuse, mais je vous les présente. Ça aussi, c'est un collectif que tu as fait. Oui. Puis en plus, tu as un beau cadeau ici. Ton amie Louise Deschâtelet a fait ta préface des Dauphins Blancs. Dire oui à la vie. En fait, c'est le deuxième d'une série avec le premier qu'on avait fait qui était Devenir soi, où là, j'avais proposé en fait à différents professionnels de la santé d'embarquer dans ce projet-là. Parce que ce que je constatais, en fait, c'est que souvent, les gens ont été formés à l'université dans une discipline. Et c'est ma discipline est meilleure que la tienne. Autrement dit, ça amène beaucoup de tensions entre les professionnels de la santé qui ne savent pas toujours travailler ensemble. Et un des problèmes qui fait en sorte qu'ils ont de la misère à travailler ensemble, c'est qu'ils ne savent pas quelle est la richesse des autres disciplines. D'accord ? Par exemple, quand j'interviens en tant que psychothérapeute, je sais qu'il y a des choses que je peux faire, mais il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Donc le travail éventuellement avec un médecin, si une médication était nécessaire, le travail qui peut se faire avec un acupuncteur, avec un ostéopathe, avec un chiropraticien, avec éventuellement un éducateur physique, parce que par exemple, on sait qu'une personne qui est dépressive, si elle se met en fait à marcher 20 à 30 minutes plusieurs fois par semaine, elle va avoir en fait une libération dans son cerveau de sérotonine qui est au moins aussi efficace que la psychothérapie et que l'antidépresseur. Donc le travail éventuellement avec un éducateur physique fait partie de la solution. Mais si je ne le sais pas et que j'ai personne dans mon environnement parce que je n'ai pas de réseau, je risque peut-être pas nécessairement d'outiller la personne de manière adéquate. Et il y a des gens qui vont très bien répondre à une psychothérapie, il y a des gens avec lesquels ils ne seront pas réceptifs à la psychothérapie. Donc l'activité rythmique cyclique devient un outil. Donc c'est d'arriver à comprendre comment on peut travailler ensemble plutôt que de s'opposer. J'aime bien ça. Je m'excuse d'interrompre, là, mais c'est vrai, c'est le problème. Les médecins, ils ne veulent pas de naturopathie, ils ne veulent pas d'ostéopathie, ils ne veulent rien. Puis là, ben, c'est la division. Puis là, tout le monde se bat, c'est sa couverte pour de l'argent, j'imagine. Oui, malheureusement. Et en fait, mais de nouveau, c'est aussi une mécompréhension de ce que l'autre peut faire. Et souvent, c'est à l'université que ça se décide. Vous avez des professeurs qui vont présenter leur discipline comme étant meilleure que les autres. Et ça, c'est du narcissisme, tout simplement. Donc, on est dans une société d'image, on est dans une société où moi, je suis meilleur que toi. Donc, automatiquement, ben, c'est certain que ça va se traduire, y compris dans les revues, même dans les revues scientifiques, parce que la simple manière d'avoir une croyance pour un scientifique va influer non seulement sur le type de questions qu'il va poser, sur les indicateurs qu'il va sélectionner
pour pouvoir éventuellement décrire un phénomène ou quantifier un aspect de ce phénomène-là. Mais il y a des études qui montrent que même le recrutement des sujets va être influencé par les croyances des chercheurs. Donc ça va bien au-delà même, en fait, de simplement d'avoir une croyance en tant que scientifique. Alors si le scientifique n'est pas humble par rapport à son travail, eh bien, il risque peut-être d'avoir une théorie qu'il va construire qui sera boiteuse parce qu'il n'aura pas fait les éléments ou il n'aura pas pris les précautions suffisantes pour pouvoir arriver. Je pense à un projet de recherche sur lequel mon étudiant travaille pour l'instant. Ça nous a pris 18 mois pour que son projet soit accepté. Et le problème, c'est qu'il y avait des personnes influentes sur le comité de la faculté qui n'ont pas lu la littérature qui soutient le travail de mon étudiante. Et plutôt de se remettre en question en tant qu'individu, les références sont douteuses, puisque je ne les ai pas lues. Si elles n'étaient pas douteuses, je les aurais lues. Je caricature de nouveau, mais c'est un peu ça qui va se passer dans le domaine de la science. Le domaine de la science n'est pas exempt, en fait, de croyances religieuses ou de croyances scientifiques qui ne tiennent pas nécessairement la route. D'accord? Donc, de nouveau, l'importance de lire, de connaître, de se questionner et de regarder comment on peut justement travailler avec des gens qui ont justement cette ouverture d'esprit. Puis bon, donc ces deux livres-là découlaient un petit peu de ça. Puis c'est en parallèle avec une émission qu'on a eue sur Cogeco pendant 2 saisons, où là aussi on essayait de faire un mix entre les différentes approches autour d'une problématique de santé physique ou de santé mentale. Moi, j'aime bien ça, quelqu'un qui est ouvert comme ça. C'est super inspirant. Puis ça me donne de l'espoir, justement, à ce que finalement, on puisse se rassembler, puis se réunir, puis avancer les choses. Merci. Avec plaisir. C'est un beau cadeau. On continue. Ça, c'est une trilogie? Non, c'est ces deux-là qui vont ensemble. OK. Bon. Alors, voici. J'ai juste... Oui, j'ai juste besoin de votre attention. Ça que tu as écrit seul. Oui. Et l'autre, j'ai juste besoin d'être compris. Ça, ça s'applique, hein, c'est des petits-enfants, mais ça s'applique à tous les âges. Hein. Il y a une couple de gars devant la soirée du hockey Motion qui revendique ça. Là. Moi, je veux juste mon temps ici, je veux être compris, je veux, tu sais. Fait que c'est le fun à quel point que c'est intemporel, finalement, même si c'est ciblé pour les enfants, les adolescents, puis même les dirigeants de projets qui traitent cette clientèle-là. Oui, parce qu'en fait, si vous saviez le nombre de fois, quand je donne une formation, quand je donne une conférence sur les enjeux affectifs des enfants, vous avez les adultes qui viennent me voir, parce que tu sais, tu as parlé de mon enfant, mais tu as parlé de moi surtout. D'accord? Oui, parce qu'il y a des phénomènes qui sont généralisés, et c'est certain qu'on ne fera probablement pas une crise de bacon à 40 ans, en tout cas. On a un président des États-Unis qui a tendance à le faire avec Twitter, mais la crise de bacon à 2 ans, elle est normale, elle serait problématique à 40 ans. Des comportements up and down de type TPL, trouble de personnalité limite, ça fait partie de la normalité chez un adolescent. Et quand on est rendu à l'âge adulte, on devrait se questionner par rapport à ce type de comportement-là, mais encore beaucoup plus à 40 ans. Donc il y a une certaine continuité en termes de développement de l'enfant. Mais à la base, c'est que ce que je remarque, c'est que comme il y a une non-compréhension du comportement des enfants, c'est pas nouveau. Tu sais, quand moi j'avais 4, 5, 6 ans, je regardais les adultes, tu sais, dans l'univers dans lequel j'étais, tant à l'école qu'à la maison, je dis ok, moi quand je serai grand, je vais expliquer aux adultes comment ça marche un enfant. Wow. Parce que c'est peut-être une des choses qui m'ont sauvé, parce que ça m'a permis de prendre un recul par rapport à la violence dans laquelle j'ai grandi. Mais toujours est-il que je remarque que dans plein de situations, si on voit les revues populaires, quand on parle du Terrible 2, l'adulte est victime. Quand on parle du Fucking Fort, l'adulte est victime. Quand on parle du pré-ado de l'ado, l'adulte est victime. Quand on prend l'enfant opposant, l'adulte est victime. Et s'il y a une personne, exactement, et vous avez un paquet de gens sur Internet qui vont augmenter ce côté-là, c'est l'enfant qui est porteur du problème. Non, l'enfant reflète notre société, reflète les valeurs avec lesquelles on les a éduqués, reflète ses propres enjeux. Comme je disais tantôt, l'enfant a son choix, d'accord? Il a une part de responsabilité. On ne peut pas demander à un enfant de 5 ans de réagir de manière plus mature que s'il avait 40 ans. Il faut lui laisser le temps de se développer et il faut des adultes de confiance autour de lui. Donc c'est un peu ça, et dans le livre J'ai juste besoin d'être compris, j'essaie d'aider les adultes à comprendre en fait comment les différents comportements de l'enfant, même s'ils sont dérangeants, ils sont porteurs de sens. Et ce porteur de sens fait en sorte que, à ce moment-là,
il est utile d'essayer de décoder. L'enfant va se comporter corporellement avant d'utiliser des mots. Les gens qui font du coaching PNL sont très alertes avec ça. Ils vont dire, la plupart des études vont dire qu'environ le corps, la communication du corps, c'est entre 87 et 93% selon les études. Autrement dit, les mots, les phrases représentent 7 à 13% de la communication. Plus on est jeune, plus c'est le corps qui parle. Donc, à partir de ce moment-là, il faut le décoder, ce comportement. Et le comportement, même chez une personne qui a 40 ans, qui a juste besoin de sa bulle pour regarder le hockey, ou pour faire un peu de cuisine, ou pour faire du tricot, ou pour pouvoir aller jardiner, regardez le nombre de mamans qui, juste d'avoir même, par exemple, 5 minutes aux toilettes toute seule, c'est presque impossible. Elle aussi, elle a le droit d'avoir sa bulle, même s'il y a un coco ou 2 cocottes qui vont avoir besoin d'avoir son attention à ce moment-là. Donc d'arriver à comprendre, en fait, les logiques, les dynamiques, pour voir cela comme étant des opportunités de comprendre l'autre plutôt que de se positionner en victime et de mettre l'enfant ou l'ado sur le pied du bourreau de nous. Donc c'est un peu ça que j'amenais. Et les gens qui ont lu le livre, ils doivent s'en rendre compte, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que tous les comportements dérangeants découlent de l'anxiété, du stress post-traumatique, d'une difficulté d'adaptation. Donc, si on comprend ça, ben, comment est-ce qu'on répond aux besoins de l'enfant? Comment est-ce qu'on l'aide, un adolescent, à gérer le stress de performance ou le stress social et autres? On ne peut pas tout le temps ignorer ces stress-là. Mais si on n'aide pas les jeunes à développer leurs ressources, ben, ça va être difficile. Pire, on a de plus en plus de preuves d'un point de vue scientifique que des traumas que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu se transmettent par épigénétique. La meilleure manière de le comprendre, c'est de se voir qu'une souris n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir qu'un chat, c'est dangereux. D'accord? Donc, dans sa génétique, dans son épigénétique, il y a un code, une mémoire qui dit aux petites souris, attention, un chat c'est dangereux. Donc, par exemple, une arrière-grand-mère qui a été violentée, un grand-père qui a été bousculé, un autre qui a vécu une situation de guerre ou de la grande pauvreté, tous ces éléments-là vont conditionner certains comportements chez nos jeunes aujourd'hui. Donc, si on n'arrive pas à bien identifier les enjeux, on risque de se tromper de direction thérapeutique. Et parfois, il y a des éléments qui ne seront pas guérissables ou par la médecine qui ne seront pas, adaptés par un psychothérapeute. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là de nouveau que l'acupuncture peut être une ressource, l'ostéopathie, la chiro, en fonction des enjeux qui peuvent être éventuellement traités plus par le corps, parce que le corps fait partie de la solution pour guérir de nos traumas. Oui, tout à fait. On ne parlera pas de l'âme, mais le corps a effectivement un enjeu. On poursuit avec celui-là. Et si on laissait vivre, on les laissait vivre, excuse-moi, oui. Qui est aussi édité au Dauphin Blanc. C'est d'accompagner les enfants et les adolescents, mais c'est toutes des sortes d'accompagnements différents, mais les outils qui sont là-dedans amènent vraiment à des changements de comportement? Oui, comme je disais tantôt, si on veut par exemple que l'intimidation s'arrête dans nos réseaux sociaux ou dans nos écoles, il va falloir que les adultes changent de manière de faire la discipline. Si nous sommes continuellement dans un rapport de force, d'accord, avec eux, eh bien, à ce moment-là, les enfants, à un moment donné, il faut qu'ils se rééquilibrent. D'accord? Ouais. Et la manière de se rééquilibrer, c'est qu'une fois que la figure d'autorité despotique a disparu, c'est eux-mêmes de se comporter en despote, soit avec un parent, soit avec un père. Donc, quelque part, on est en train de transmettre de génération en génération, de personne à personne, des comportements. Donc, si moi, en tant qu'individu, je veux faire un changement à l'endroit où je suis, mais à ce moment-là, je vais essayer d'être le plus bienveillant possible. Ça ne veut pas dire que, par exemple, mes 2 gars n'auront pas des comportements de coq. Mais oui, c'est 2 gars. Et ils vont vouloir savoir lequel des 2 est le plus alpha que l'autre. Et comme il y en a un qui est plus âgé, il est peut-être possible que le plus âgé y aille un peu plus en force. D'accord? Surtout que le plus âgé est très sage à l'école. Donc à ce moment-là, lui aussi, la force que ça lui demande, la fatigue que ça engendre d'être le plus sage possible à l'école, fait en sorte qu'à la maison, ça va être plus difficile. D'accord? Donc ce sont ces facteurs-là qu'il faut faire attention, essayer d'outiller le jeune. Alors ça ne veut pas dire que je réagis à 100% du mon temps avec mes ressources de bienveillance. Il y a des moments où moi aussi j'ai mes limites, il y a des moments où moi aussi je suis dans des états où j'ai de la difficulté à voir mes 2 gars se disputer. Et si je ne fais pas attention, je risque peut-être de contribuer à cette dispute. D'accord?
ou d'ignorer cette dispute-là. Donc c'est un appel de nouveau à notre part de responsabilité personnelle dans l'environnement dans lequel on est, mais ça va être la même chose au niveau de nos comportements professionnels. J'ai une équipe de travail avec laquelle je travaille, mais on travaille avec bienveillance, on est bienveillants les uns envers les autres. Donc c'est une organisation qui est très, très, très circulaire en fait, et donc qui permet de s'appuyer sur les forces de chacun et d'aider celui qui éventuellement se trouve à un moment donné un peu plus en difficulté. Puis j'ai eu il y a quelques temps l'occasion de collaborer avec une autre entreprise. Ça a duré 7 mois, même si ça a été un bon succès commercial, mais eux, ils avaient une structure d'entreprise pyramidale avec quelqu'un qui avait un comportement avec lequel ça ne fonctionnait pas avec mon équipe. Puis, même si le succès commercial était là, j'avais le choix, ou bien je préserve mon équipe, ou bien je préserve le succès commercial. J'ai préféré préserver mon équipe. Donc c'est un choix. Et ces choix-là, pour moi, sont importants. C'est la même chose pour vous quand vous êtes dans votre travail, quand vous êtes dans votre famille. Vous avez le choix entre reproduire ce que tous on est capable de faire, de rentrer dans des moments, dans des rapports de force et essayer d'abuser de notre pouvoir pour atteindre les objectifs qu'on peut avoir, ou accepter que ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais que la manière de travailler et en s'entraidant les uns les autres a plus de valeur, et c'est une valeur ajoutée qui, à long terme, va en fait être porteur. Et quand on travaille avec les enfants de cette manière-là, quand on travaille avec les ados de cette manière-là, eh bien c'est porteur, parce que même si l'ado ou l'enfant rencontre des étapes de son développement qui sont difficiles, et qu'il y a des moments où il va vivre des crises, qu'il va être tenté par des copains et des copines qui ne sont peut-être pas nécessairement les fréquentations qu'on voudrait, par une difficulté de se mobiliser à l'école, par le fait de fumer du pot ou de consommer éventuellement de l'alcool, ou d'être un peu plus brusque, mais ça fait partie des étapes de développement d'un jeune, même s'opposer. S'opposer, c'est nécessaire pour un adolescent de s'opposer. Mais si on peut travailler avec lui pour le responsabiliser et le soutenir dans son développement, à ce moment-là, il y a plus de chances qu'il devienne lui-même un adulte bienveillant plutôt qu'un adulte qui reproduira ce que d'autres ont fait malheureusement. Et il y a le choix collectif aussi, parce qu'on regarde, par exemple, les programmations à la télévision, films de guerre, films d'horreur, films d'action, tout le monde est mort, tout le monde tue tout le monde, prise otage, les nouvelles en soi, mais ça, c'est... T'en parles-tu des solutions collectives pour arrêter, justement, diminuer l'impact de 96% de violence qui nous tombe dessus, là? Mais en fait, de manière assez triste, je me souviens qu'à un moment donné, je collaborais beaucoup avec Sébastien Ménard, qui aujourd'hui est l'éditeur en chef du Journal de Québec. Et à ce moment-là, il était à Montréal, et chaque fois qu'on sortait une nouvelle qui concernait le Ritalin, pendant 1-2 semaines après, je faisais beaucoup d'entrevues radio et télévision. Et quand il y avait un bon coup qui était fait par une école et que Sébastien en parlait à travers une nouvelle, qui m'interviewait éventuellement pour que je donne mon avis comme par rapport à la consommation de psychostimulants, il n'y avait rien. Aucune autre entrevue. Autrement dit, notre manière de fonctionner au niveau des médias, et ça questionne ce qu'on fait nous, c'est que si le média veut vendre, entre guillemets, de la publicité, il faut qu'il démontre qu'il a un auditoire. S'il a un auditoire, d'accord, c'est comment captiver cet auditoire-là. Et c'est ce qui amène des gens extraordinaires comme Céline Galipeau à aller faire un direct à Sandy Hook, lorsqu'il y a eu le massacre dans une école maternelle, c'était quoi qu'une radio montréalaise, enfin une télévision montréalaise aille faire des directs du journal télévisé à Sandy Hook? La seule manière d'expliquer ça, c'est que ça fait venir les gens devant leur télévision. Donc s'ils sont devant la télévision, ils vendent des publicités. Donc c'est notre rapport en fait aux médias. Le média, c'est certain que c'est une danse, c'est un tango. Les deux fonctionnent ensemble. Mais c'est certain que si la seule manière qu'on peut aller prendre l'information, c'est en fonction des mauvaises nouvelles, bien, quelque part, ça va nous questionner aussi par rapport à notre regard. Donc moi, je pense que ça part avant tout avec ce que nous, on consomme. Et c'est ce que nous, on consomme. Laure Varidel en parle beaucoup. Acheter, c'est voter. Mais c'est à fonction de nos choix individuels. Et on s'entend avec le réseau d'amis, notre famille. Oui. C'est là qu'on a du pouvoir. Oui, parce que et c'est là que le collectif va changer. Merci. Avec plaisir.
Là, on s'en va dans une partie, ça c'était toutes des livres du Dauphin blanc qu'on vient de voir, OK, entre autres, sauf qu'il y en a un ici. Oui, c'est CRD, mais c'est Dauphin blanc également. Oui, bien j'avais reconnu le Dauphin, je disais, c'est pas un Dauphin pareil. Mais là, ceux-là, c'est des ouvrages qui sont beaucoup plus poussés au niveau scientifique. Bon, scientifique, mais c'est de la connaissance. Ça, c'est édité par Libère. Alors, on y va ici avec le médicament et performance humaine, thérapie au dosage. C'est super intéressant. Tu parles de quoi là-dedans? Mais en fait, c'est notre rapport en fait, aux médicaments suite à toute une série de recherches que j'ai faites, notamment pendant mon postdoctorat, mais également dans les années de mon doctorat où on a essayé de regarder quelles sont les promiscuités qui existent au niveau de l'industrie par rapport à la recherche universitaire, la manière dont l'État va financer la recherche universitaire qui normalement devrait rester relativement indépendante, la manière dont nous avons notre rapport aux médicaments, dans le sens que le médicament fait partie de notre vie aujourd'hui. Moi, je me souviens de ma grand-mère, quand elle allait voir un médecin, si le médecin ne lui donnait pas un médicament, c'est que c'était un mauvais médecin. Donc, elle avait une pile, moi je me souviens de son plateau, avec lequel il y avait plein de médicaments, parce que pour elle, c'est la seule manière de maintenir sa santé. Donc, il y a les croyances de la personne qui vont influencer. Il y a les croyances aussi du médecin ou le protocole. Par exemple, si vous pleurez devant votre médecin, le protocole impose au médecin, pour éviter qu'éventuellement vous mettiez fin au jour, de vous proposer à 2 ou 3 ou 4 reprises de prendre des antidépresseurs. Ça ne veut pas dire que le médecin y croit, ça veut juste dire que le protocole dit, si madame est en train de pleurer, il va falloir lui proposer éventuellement, en fait, des antidépresseurs. Si éventuellement on a un monsieur qui se retrouve en fait avec des problèmes érectiles, le protocole dit on lui propose la petite pilule bleue. Or, là, premièrement, il y a une méconnaissance des aspects psychologiques, des aspects de l'anxiété, des aspects des fonctions érectiles, parce que, par exemple, bon, dans notre culture occidentale, il y a beaucoup d'hommes qui vont faire la position du missionnaire, donc ça modifie beaucoup la circulation sanguine au niveau des jambes, d'accord, ça amène beaucoup de sang dans les cuisses, mais je suis désolé, mais le sang, on ne l'invente pas. Donc il y a beaucoup plus de chances, quand on a 35-40 ans, d'avoir une perte érectile, en fait, à cause du fait qu'on utilise trop la musculature au niveau des jambes. Il y a une modification, il y a un peu moins de testostérone que ce qu'on en avait quand on avait 15, 20, 25 ans. Donc, cette manière de fonctionner simplement corporellement, en fait, parce que le médecin ne le sait pas, il applique simplement son protocole, va faire en sorte qu'on risque peut-être de diriger la personne vers sur une mauvaise direction thérapeutique. Et puis à l'intérieur aussi, même du médicament, se posent des questions, c'est que si la personne est malade, le médicament fait partie probablement de la solution. Mais vous avez un médicament de confort. Est-ce que, par exemple, c'est plus facile pour moi de prendre un antidépresseur plutôt de remettre en question mon travail ou de remettre en question ma vie de famille? Donc, l'antidépresseur peut me maintenir dans une situation qui n'est pas bonne pour moi. Troisième niveau, médicament de performance. Alors, facilement, on va dire que le dopage, c'est interdit dans le sport, puis on va décrier Geneviève Janson de manière complètement phénoménale, sauf que nous, on voulait Geneviève Janson, elle gagne. Donc la pression qui nous appartient sur la performance de Geneviève Janson va faire partie du problème de la performance. Quand on regarde la consommation de psychostimulants à l'université, les 2 programmes où il y a le plus d'étudiants qui sont sous psychostimulants, médecine et droit, sont les 2 programmes les plus contingentés, mais c'est les 2 programmes dans lesquels le stress de performance et l'importance de la note est les plus élevés. Alors, est-ce que ce ne serait pas du dopage cognitif? Combien de jeunes se font proposer des psychostimulants déjà à l'école primaire parce qu'ils sont un peu moins performants dans une des branches? Comment ça se fait qu'ils ont un TDA ou un TDAH en français, mais pas en maths, en histoire et en géographie, ou ils l'ont à cause des maths et pas dans les autres matières? C'est bizarre. Tu sais, quand on a un trouble neurologique, c'est tout le temps. Une personne qui est à Alzheimer, même si sa petite fille préférée vient la voir, elle ne la reconnaîtra pas pareil. Okay? C'est tout le temps comme ça. Mais quand on est dans du on-off, c'est une problématique de motivation, c'est une problématique de journée, c'est une problématique du moment de la journée, c'est une problématique de ce qu'on a mangé, et ainsi de suite, et on revient à la discussion. Donc, c'est voir à quel moment ça devient un médicament de performance. Et la performance, est-ce qu'elle est due, en fait, à le besoin de l'enfant ou le besoin de l'adulte? Ou le palmarès des écoles. Ou oui, la société, exact. Ou le parent qui veut que son enfant performe parce qu'il n'y a pas d'autre option pour son enfant que de faire médecine ou de faire le droit.
Oh, il y a donc là, on est dans le dopage, en fait. Et c'est certain que le jeune n'a pas nécessairement les ressources nécessaires pour pouvoir arriver à faire la part des choses. Même déjà, les adultes, on est déjà mélangés. Et donc, c'est toutes ces questions-là. Donc, comment essayer d'amener plus d'éthique, en fait, d'amener une réflexion, en fait, par rapport à notre usage des médicaments. C'est un bon sujet. Très intéressant. On continue. Parce qu'il y en a beaucoup. Ah, trilogie, excellent. Neurosciences et psychothérapie. Ce que le cerveau a dans la tête. Neurosciences, psychologie et développement affectif de l'enfant. Et voilà. Lequel t'as commencé en premier, finalement? En fait, c'est le blanc, puis le brun, puis le saumon. OK. D'accord? Puis l'objectif, en fait, c'est que tantôt, je disais souvent, j'étais déjà fréquemment dans les médias dans les années 2000, et c'est comme si, quand on parlait de santé mentale, la plupart des personnes, y compris tes collègues qui pouvaient me rencontrer, pour eux, le médicament était le moyen pour pouvoir solutionner un problème développemental ou un problème psychologique. Donc l'idée, c'était de voir, avec les connaissances en neurosciences qui sont en train de vraiment être de plus en plus exponentielles, c'est qu'est-ce qu'on connaît de la psychothérapie aujourd'hui avec une perspective de ce qu'on connaît du cerveau. Et par exemple, tantôt je disais que pour qu'une thérapie fonctionne, il faut qu'il y ait un lien de confiance qui s'est construit entre le patient et son thérapeute. Ça fait partie des recherches en neurosciences qui vont nous permettre de le voir. Et comment est-ce que ça se voit? Et on voit en fait que le lien de confiance va faire en sorte que, au lieu que tous les mécanismes de survie s'hyperactivent en fait chez la personne, où ils sont hyperactifs au moment où elle démarre la rencontre avec son thérapeute, on voit en fait que le lien de confiance va apaiser les mécanismes de survie et va permettre au sang d'aller dans l'ensemble du cerveau, donc de déployer les ressources les plus humaines de son cerveau. Donc ce sont toute une série de recherches comme ça qu'on rapporte pour arriver à comprendre justement les effets de la psychothérapie sur le cerveau, les effets éventuellement de la violence qu'on a pu vivre quand on était enfant. Donc comment est-ce qu'on part au départ d'une vulnérabilité quand on est enfant et comment progressivement, ça c'est ce que le cerveau dans la tête, on en arrive éventuellement chez certaines personnes à avoir un trouble de la personnalité et éventuellement ne plus avoir ce trouble-là parce que la psychothérapie a pu, dans ce cas-là, fonctionner. Et puis alors on s'entend que s'il y a un enjeu très important au niveau de l'enfance, et d'arriver à comprendre comment est-ce qu'on peut aider nos enfants, donc ça c'était le troisième, comment est-ce qu'on peut les aider à grandir et à développer leurs ressources plutôt que de vouloir les médicamenter un peu trop vite, ou parce que simplement on n'avait pas trouvé la bonne stratégie pour les aider. Est-ce que ton équipe, parce que vous êtes plusieurs, est-ce que vous faites des consultations privées ou c'est plus au niveau des conférences? En fait, c'est à différents niveaux. Quand je parle de mon équipe, comme j'en parlais tantôt, c'est toute l'équipe qui est avec moi au niveau de la construction des formations web et de la mise en place sur notre plateforme qu'on a mise en ligne il y a 4 ans et qui est en train de se développer de plus en plus. Vous allez avoir des éléments sur cerveau-et-psychologie.com. Merci. Donc, ça c'est ça. Par contre, comme je disais tantôt, je ne suis pas d'une nature à vouloir avoir quelque contrôle sur personne. Autrement dit, la manière dont l'IDEF, l'Institut de développement de l'enfant et de la famille, fonctionne, c'est que avec l'expérience, avec 20 ans d'expérience, j'ai développé des liens d'amitié professionnelle avec d'autres cliniques. Autrement dit, si quelqu'un qui est à Québec me voit en conférence, voudrait avoir de l'aide, ben, il y a de temps en temps des gens qui veulent absolument travailler avec moi, qui vont se déplacer de Québec à ici et vont accepter de faire 7 heures de voiture pour pouvoir venir me rencontrer. Okay? Mais ce n'est pas à la disponibilité de tout le monde. Donc, avec qui est-ce que je peux travailler à Québec? Et donc, à ce moment-là, j'ai 3 personnes que je peux référer éventuellement dans la ville de Québec et dans d'autres villes de cette manière-là. Parfois, ce sont des cliniques d'acupuncture, de chiropratique, d'ostéopathie qui vont être référées parce que, de nouveau, ma conjointe, elle est ostéopathe. Mais on peut répondre à des besoins ici. Mais si quelqu'un est à Montréal, ou est à Québec, ou est à Sherbrooke, ou en Abitibi, ben peut-être que ce sera plus difficile pour eux de se déplacer, donc d'avoir des références à qui on peut faire. Oui, mais là, des références, là, quand tu es docteur en neurosciences, ça ne coule pas les rues. Là. Non, mais ce ne sera peut-être pas nécessairement le même rôle ou la même intervention, mais on s'entend qu'au Québec, on est environ 8000 personnes qualifiées pour faire de la psychothérapie.
Et il y en a qui travaillent dans une même perspective telle que moi je la préconise. D'accord? Il y a des gens aussi que je ne connais pas qui travaillent dans la même vision. Et donc à ce moment-là, s'ils viennent me rencontrer dans une formation ou dans une conférence, ben, ça me fait bien heureux de créer ce lien professionnel-là. Mais ce que je disais, c'est que la psychothérapie en elle-même, il n'y a pas besoin que ce soit un docteur en neurosciences qui la fasse. Si le parent a compris que l'impulsivité de son enfant, par exemple, elle est normale, elle est naturelle, il faut simplement apprendre à la canaliser, bon ben déjà on va éviter de mettre un diagnostic de TDAH. D'accord? Mais deuxièmement, on va aller voir un psychothérapeute pour éventuellement aider le jeune à développer des ressources pour avoir moins accès ou avoir moins besoin de son impulsivité parce qu'il sera capable de mieux gérer ses émotions quand il est à la maison, quand il est à l'école. Joël, j'aimerais apporter une petite touche non scientifique, mais vibratoire. En fait, c'est ma spécialité. J'ai fait des entrevues avec des vedettes décédées et j'explique comment on s'est branché, comment on s'est ajusté, comment trouver les bonnes armes pour arriver à leur poser la question de comment être heureux. Alors, je te donne le seul livre que j'ai écrit. Et puis, il y a toujours un premier. Effectivement. Et puis, c'est ça. Puis c'est drôle parce que quand j'ai fait la dédicace, c'était vraiment à continuer à t'encourager, de partager tes connaissances parce que ça va survivre après ton corps physique ou ta retraite ou peu importe. Ça, ce que tu laisses, ça élargit puis ça rouvre une discipline qui va rester longtemps. Fait que c'est ça que j'ai reçu dans ta dédicace. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir accepté de partager sommairement le paquet de connaissances que tu as. Puis sincèrement, ils ont besoin d'un porte-parole, les enfants, parce que les adultes ne sont pas conscients. Et c'est très le fun que tu dis « Allô, regardez-vous, améliorez les choses, soyez en paix, soyez heureux ». Le discours reste universel. Hein? Oui, puis en fait, quand tantôt tu disais qu'il y a une difficulté d'être conscient parfois de nos impacts, c'est que nous-mêmes, on a été blessés dans notre enfance et on va se fermer bien souvent dans la résonance émotionnelle. Parce que d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a autant d'enfants qui sont médicamentés, c'est que de travailler avec un enfant qui est bousculé, de recontacter des sentiments d'impuissance. C'est quand je parlais tantôt que mon fils avait vécu des choses difficiles à l'école, c'était terrible parce que oui, ça ramenait la violence que moi j'ai vécue quand j'étais enfant, mais malgré toutes mes ressources, malgré mon expertise, de voir en fait cet aveuglement volontaire de la part de personnes qui auraient dû protéger mon enfant, ça ramenait de nouveau mes enjeux d'enfant qui étaient bousculés par des adultes qui normalement auraient dû prendre soin de moi. Et c'est ça, bien souvent, dans le rapport que nous avons avec des enfants qui sont souffrants, c'est que comme ça réveille notre sentiment d'impuissance qu'on avait quand on était enfant, et qu'on ravive le sentiment d'impuissance actuellement dans notre vie présente, mais c'est certain que c'est pas évident d'aborder ça. Donc le réflexe pour se protéger, c'est de se fermer à la souffrance de l'autre, même si c'est notre enfant, même si c'est notre élève, même si c'est notre patient. Donc, de pouvoir arriver à devenir bienveillant envers nous-mêmes, accueillir le moment où on se trompe, accueillir les moments où on se casse la figure, accueillir les moments où on n'a peut-être pas dit la phrase qu'on aurait donc dû dire. Et on évolue tout le temps. Et même si j'ai un bon coffre à outils, je me trompe encore. Je fais des erreurs comme papa. Je fais des erreurs en tant éventuellement comme psychothérapeute, parce que je choisis une direction thérapeutique qui n'est peut-être pas celle que j'aurais pu prendre de manière idéale. Alors, je me réajuste, c'est tout. Le tout, c'est de le voir, d'être continuellement en observation. Et plus on est dans une démarche réflexive par rapport à ce qu'on fait, sur le plan personnel, sur le plan du couple, sur le plan de la famille, sur le plan, pour moi, de la psychothérapie ou même des conférences que je peux donner, plus je me réajuste, et mieux c'est à ce moment-là, parce que je peux offrir le meilleur de moi, et je suis meilleur aujourd'hui que ce que je pouvais l'être il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Bonne continuation d'amélioration, de développement de tes connaissances et de ta personne. Puis merci de continuer à nous faire fructifier ça. À un moment donné, la table va être pleine. On verra. Mais c'est le fun de voir à quel point il y a un réseautage qui s'installe. Puis ça c'est très encourageant. Merci beaucoup. Bonne continuation, merci beaucoup. Puis n'hésitez pas à consulter la partie de l'entrevue 1 qui est résumée de tout ça et la version intégrale qui est comme ça au complet. Merci d'avoir participé avec nous. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup à toi. Au revoir.